Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci au Grand Contrôle. Donc comment faire bifurquer l'industrie de la mode? Je vais proposer une introduction un peu rapide et très scolaire avant de laisser la parole à tous ceux qui sont avec moi ici. Je pense que la meilleure façon, c'est de commencer par définir les termes de la question. Donc d'abord, une industrie. Une industrie, c'est une activité économique, parfois mal considérée, qui permet pourtant de combiner des facteurs et des moyens de production pour produire des biens matériels en développant sur un territoire donné des moyens technologiques, un savoir-faire, une technique et une proposition qui sera en adéquation avec des envies de consommateurs. L'envie des consommateurs, dans ce qui nous intéresse, c'est la mode. La mode, c'est une manière de se vêtir. Et derrière le style, c'est ce qui constitue, derrière le style, ce qui constitue un vêtement. Ça va être depuis la laine du mouton, la fleur du coton, du lin, du chanvre, ou très souvent les particules du pétrole. Ça part de là et ça va jusqu'au costume, au basket, au t-shirt, au crop top, à toutes les formes de ce qu'on peut se mettre sur le dos, surtout les crop tops. Et donc en intégrant aussi là-dedans, dans la mode, le chemin parcouru par ces vêtements pour arriver sur le dos ou au pied des consommateurs. Donc il existe une industrie de la mode, c'est une industrie qui est puissante, qui est médiatique, qui aujourd'hui pèse plus de 1000 milliards d'euros dans le monde. Et c'est aussi une industrie dont on sait bien aujourd'hui qu'elle est la deuxième industrie la plus polluante, qui emploie des personnes, hommes et femmes, parfois dans des conditions de travail horribles, comme ça peut être le cas au Bangladesh, parfois dans des conditions inhumaines, comme ça peut être le cas avec la minorité ouïghour en Chine. C'est une industrie qui a subi un véritable choc en 2020 au moment de la pandémie. Et c'est ce qui nous amène donc à ce dernier terme, qui est le terme de bifurcation, qui, si on devait parler en termes de nature, c'est la division entre deux branches d'un arbre, mais c'est aussi la possibilité d'une option différente. Au moment de la pandémie, on a parlé d'un monde nouveau, on a parlé de relocalisation, on a parlé d'arrêter cette course folle vers plus de collections par saison, plus de production. Et on a espéré que ce choc crée une bifurcation naturelle, un truc qui se ferait tout seul. Mais avec le recul, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui s'était passé et que finalement, cette bifurcation, elle n'allait peut-être pas venir d'un contexte extérieur, mais qu'il fallait que ce soit des gens qui la créent de façon pensée, réfléchie, choisie, planifiée, solide, durable. Et c'est pour ça que je les reçois aujourd'hui avec moi sur scène. Alors, je commence au plus proche. Hein, par les femmes, tu penses? Bon, alors par les femmes, après tout. Stéphanie Calvino, qui est fondatrice du projet Anti-Fashion, qui est un programme pluridimensionnel d'insertion par la mode et qui travaille à éveiller les consciences de jeunes passionnés par les métiers du textile en essayant de les faire travailler dans ce qu'ils souhaitent. Sébastien Kopp, cofondateur de Veja et des boutiques centres commerciales, qui fabrique donc des chaussures avec quelques mots-clés pour définir cette activité qui est, je dirais, l'arrêt du marketing pour vendre des baskets, du caoutchouc sourcé, du coton bio, des usines éthiques. Et nous verrons comment on met en place et se développe cette nouvelle voie et en quoi elle peut donner le sens de la bifurcation. Hubert Mott, qui est le fondateur de La Vie est Belt. Alors l'idée, c'est de fabriquer des ceintures à base de pneus de voiture recyclés. Donc on parlera avec Stéphanie aussi de recyclage et de l'upcycling comme voie de bifurcation. À côté également, Paul Boulanger de About a Worker, qui pareil travaille dans cette proposition d'upcycling et de permettre à des entreprises de mode installées de proposer autre chose dans des lieux où normalement on vient que pour acheter des vêtements tout faits et produits dans les conditions habituelles et de montrer qu'une autre voie est possible sur place. Et enfin Charlotte Billot de Uptrade, qui est un business donc de tissus de seconde vie, de donner une seconde vie aux tissus en proposant des tissus qui ont une vie avant et qui vont en retrouver une après. Et enfin Christophe Lépine, qui est un entrepreneur, cofondateur d'abord de la marque Pour Homme Bleu de Paname, puis de Low Impact, qui est, on peut le dire, l'un des plus fins connaisseurs du tissu industriel textile en France. Et on verra avec lui si la bifurcation peut passer par la matière et par le procédé industriel.
Donc peut-être une première question à ce sujet, et peut-être Sébastien, est-ce que la bifurcation, aujourd'hui c'est une possibilité, c'est presque un gadget, ou ça devient une nécessité dans le contexte qu'on a vécu sur les 2 dernières années dans l'industrie de la mode? Ben bonjour, ça marche ou pas, non? Si, ça marche. Ben bonjour à toutes et tous. On est sur scène et dans la salle, on se connaît pas mal. Parfois, on se connaît pas physiquement, mais on sait ce que les autres font. Et bonjour à vous, qui êtes nombreux cet après-midi ensoleillé. Pour te répondre... je ne sais pas si on peut parler de bifurcation. Je sais pas. Tu sais, je suis très mal à l'aise avec ces concepts-là de changement, transition, etc. Souvent, on trouve des mots un peu valises, un peu chapeau. Je trouve que nous, ça fait 17 ans maintenant qu'on a commencé Veja, qu'on a commencé de rien, où on a voulu très simplement déconstruire la façon de fabriquer des baskets. Que ça soit dans aller chercher nous-mêmes les matières premières écologiques, acheter de façon équitable, c'est-à-dire avec un prix qui correspond à la vraie valeur de la matière, et non pas un prix qui est établi par un marché lointain qui ne correspond pas du tout à la valeur requise pour que les producteurs survivent. C'est même pas vivre, c'est survivre. Et du coup, ça fait depuis 2004 qu'on a lancé Veja, et ça a grandi depuis, petit à petit, de façon très organique. Et c'est vrai qu'on a vu, depuis 2004, on a vu les consciences évoluer, changer beaucoup, l'intérêt du public changer sur ces questions-là, que ce soit les questions de mode ou d'alimentation, ou même de banque, ou de biens et services généraux. Je pense que le modèle de Veja, de déconstruire une filière jusqu'au bout et de la reconstruire différemment, est valable pour n'importe quel produit. Ça peut être demain les téléphones, ça peut être les ordis, ça peut être ce que tu veux. Et que ça se fait c'est quelque chose qui est pour les riches, pour les pays riches. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur Terre qui survivent, qui n'ont même pas la question à se poser de déconstruire une chaîne de production. Ils n'ont même pas de quoi se nourrir souvent. Donc ça correspond beaucoup plus à des aspirations ou à des questionnements de pays occidentaux ou de pays riches comme la Chine, le Brésil, les États-Unis, etc. Et du coup, ce modèle-là, on peut pester, on peut se dire que l'économie est pas bien construite, que les Nike ou Adidas fabriquent dans des conditions déplorables, que les produits sont mal fabriqués avec des produits dangereux, etc., etc. Mais je crois qu'il n'y a pas d'un côté les bons ni de l'autre les méchants. Il y a une économie globale qui est globalisée aujourd'hui, et je pense qu'il faut juste un peu de temps pour la comprendre, pour voir les failles de cette économie ou les problèmes de cette économie, en prendre conscience. Et c'est peut-être ça qui met le plus de temps. Dans les années 80 ou 90, on était super contents d'acheter plein de Nike, plein d'Adidas. Personne ne se posait la question d'où est-ce qu'elles étaient fabriquées, comment elles étaient fabriquées, avec quels produits elles étaient fabriquées. Aujourd'hui, l'information avec Internet va beaucoup plus vite, et l'information est beaucoup plus rapide, et on est en droit de se poser ces questions-là. Et c'est même pas qu'on se pose la question, c'est qu'on finit par le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de rentrer dans les usines ouïghours, c'est très difficile de rentrer dans les usines de Corée du Nord, mais il y a toujours un smartphone qui traîne, il y a toujours un micro qui traîne quelque part, et les réseaux sociaux qui mettent cette information à portée de tout le monde. Et je crois que c'est plutôt un mouvement, pas forcément de bifurcation, mais de transparence globale qui s'opère, et que nous, on souhaite, certains ne la souhaitent pas du tout, et je peux les comprendre, mais que nous, on souhaite, dans aussi bien le fait politique que le fait économique, que le fait social, de savoir combien gagne un président de la République, de combien gagne le PDG de Total, de combien est la disparité salariale homme-femme. Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui doivent être mis sur la table, et qui le sont petit à petit. Et donc, plutôt que de bifurcation, je dirais plutôt
un lent changement vers plus de transparence d'abord, avec ses bons côtés et ses mauvais, et vers un progrès social vers je crois, tout le monde aspire à ça. Et du coup, bifurcation, j'y crois pas trop. J'étais pas du tout dans le monde d'après pendant le Covid, etc. Je pensais que le monde d'après allait être bien pire et bien plus violent. Je crois que c'est le cas. Donc je suis plutôt pour essayer d'arrêter de regarder vers le haut, mais plutôt de faire les choses au quotidien à sa manière, que tu sois boulanger, que tu sois menuisier, que tu sois comme moi fabricant de baskets, que tu fasses des jeans, des ceintures, etc. Mais plutôt de bien faire les choses à ton échelle. Et c'est comme ça que d'autres pourront peut-être s'en inspirer et que le monde changera petit à petit. Mais je ne crois pas à une bifurcation, à un grand soir, etc. J'y crois pas du tout. La bifurcation peut aussi être vue comme le chemin un peu plus long pour arriver à une destination différente. Au final, c'est plus en termes de quel choix vous faites en tant qu'entreprise. Et tous ceux qui sont là le savent, parce qu'a priori, ils ont pris des chemins détournés plutôt que d'aller dans ce qui serait l'autoroute de l'industrie de la mode. Et c'est ce chemin qu'on essaie d'interroger. En quoi, pour le moment, il est encore un contre-modèle. Stéphanie Calvino, est-ce que tu as vu ces mentalités évoluer ces derniers temps? Est-ce que c'est accentué, comme on l'a dit, depuis qu'on a commencé à parler de ce monde nouveau, même si ça s'est fait de façon très, très marketing finalement? Et est-ce que c'est ça le terreau qui peut aider à faire une prise de conscience un peu plus large et en tout cas à montrer à ce que le chemin soit un peu plus fléché? Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis un bébé par rapport à Sébastien, puisque Anti-Fashion, ça a vu le jour il y a 7 ans. Et ça a été une espèce d'électrochoc, voilà, en se disant il y a des choses que je ne peux plus faire et je ne peux plus travailler pour certaines personnes et je ne peux plus être associée à certains projets. Mais moi, je suis assez d'accord avec Sébastien. Alors parfois, je suis un peu révoltée, j'ai envie il y a des choses qui me dérangent fortement, mais je pense qu'effectivement, il faut essayer que chacun en fasse les trucs de notre côté. Nous, à notre petit niveau avec Anti-Fashion, on essaie de bousculer un petit peu les barrières, en tout cas, voilà, et de casser des murs parfois en essayant de travailler sur une dimension sociale qui, pour moi, est hyper importante, voilà, parce que je pense qu'effectivement, comme disait Sébastien, aujourd'hui, la situation, cet après-Covid est grave. Quand on commence à partir à l'étranger, on se rend compte qu'il y a des villes qui ont été marquées fortement. Et je pense que les gens qui en tout cas, qui commencent qui souffrent de ça, c'est pas forcément les gens, c'est pas nous, en tout cas, ici. C'est des gens qui sont vraiment à un niveau, voilà, déjà qui galéraient, qui vont galérer encore plus. Donc, nous, notre action, elle est à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, faire je ne sais pas si bifurcation c'est le mot, mais comment est-ce qu'on peut repenser les choses en termes de formation, en termes d'accès à l'emploi et en termes surtout pour essayer d'ouvrir un maximum de portes à des gens qui en sont très, très éloignés. Ça, c'est ce pourquoi on travaille chez Anti-Fashion, essayer de révéler, d'éveiller, voilà, vraiment, de semer des graines. Moi, je dis toujours, on essaye de semer des graines pour, avec cette jeunesse avec qui on travaille et d'autres d'ailleurs, essayer à un moment donné de montrer des choses différentes, mais dans les deux sens, à ceux avec qui on travaille et puis aux industriels. Alors déjà, on travaille déjà beaucoup ensemble et je pense que c'est plutôt eux qui nous éveillent, mais à d'autres marques, voilà, qui n'ont pas l'habitude de voir les choses comme ça. Et Sébastien parlait d'un mouvement général de ces plus grands groupes qui font attention, qui commencent à l'entendre. Est-ce que ça se généralise? Est-ce que c'est de plus en plus intense ou les résultats sont pas encore là? Alors moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing, de cet après-Covid, où on essaie de le green est à la mode, donc tout le monde veut y aller. Mais c'est pas grave quelque part, parce que si ça permet à un moment donné de ce que les marques se mettent autour de la table et se disent effectivement, il faut qu'on fasse quelque chose, et comment est-ce qu'on peut le faire? Nous, dernièrement, on a fait avec des jeunes un défilé pour la marque Bisbee, qui est une marque de fast fashion, voilà, qui n'est pas très propre, on le sait.
Et les retours qu'on a eus sur certains de nos posts, c'était de se dire Bisbee c'est fast fashion, genre c'est pas cool de l'avoir fait. Mais on s'en fout en fait, quoi. Je veux dire, qu'on s'en fout. L'idée c'est qu'à un moment donné on se retrouve à la table avec ces gens-là et qu'on puisse discuter et de voir comment est-ce qu'on peut, on peut bouger les lignes, voilà. Parce qu'eux ils ont envie de changer les choses. C'est très compliqué pour que des marques comme ça de changer les choses. Ils peuvent pas le faire du jour au lendemain. Mais comment est-ce qu'on peut associer avec cette jeunesse qui est engagée, qui est éveillée, et ces marques-là qui sont sur un ancien modèle, comment est-ce qu'on peut, bouger les lignes. Donc, je sais pas, moi, je connais pas la solution. Franchement, je l'ai pas. Je veux dire, je détiens pas la vérité. Je suis très, très loin de ça. Je pense que je l'aurai jamais. Et je la cherche pas. Mais voilà, on essaie par moment de trouver des solutions. Ça marche pas. Je pense qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est que la situation, je pense, aujourd'hui, elle est assez grave d'un point de vue environnemental et qu'il faut essayer d'agir à sa manière, comme on peut, pour ce qu'à l'avenir, les choses soient le plus juste possible. Voilà. Peut-être Paul, sur cette question aussi alors pas de contre-modèle finalement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de les opposer, mais en tout cas de modèles qui se développent à côté de ce qui était le mouvement historique de l'industrie de la mode. Est-ce que dans les interventions que vous pouvez faire avec About a Worker dans des lieux de consommation, il y a cet intérêt et on ressent ce besoin de transparence, ce besoin d'information qui est présent quand vous arrivez avec vos machines à coudre des produits à recycler et que vous proposez un nouveau produit avec quelque chose d'ancien. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réactions des consommateurs? Souvent, elles sont très bonnes. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très content d'être avec vous tous aujourd'hui. Non, souvent, elles sont très bonnes et c'est exactement ce que Sébastien et Stéphanie viennent de dire. C'est que je pense que le public est en volonté de ça. Il est de plus en plus éveillé, en tout cas dans les pays riches ou ce qu'on appelle développés. Et on sent vraiment une demande là-dessus. Les marques, comme vient de le dire Stéphanie, suivent pas la force des choses parce qu'ils y voient forcément un intérêt financier, parce qu'il y a un grand tissu législatif qui est en train de se mettre en place aussi à ce niveau-là, où maintenant on n'a plus le droit de détruire les stocks de produits non alimentaires invendus, ce qui représente quand même une sacrée problématique pour les marques, puisqu'elles ne peuvent plus faire ce qu'elles veulent de ces stocks énormes qui dorment un peu partout, et je pense que tu pourras nous en dire quelques mois après. Et donc on sent vraiment une volonté des deux, et je rejoins totalement Stéphanie là-dessus, de dire à notre petites échelles, on est souvent beaucoup plus dynamique, ou en tout cas on peut s'adapter beaucoup plus facilement à des contextes bien précis, à des problématiques bien précises, et vraiment aller essayer de travailler, de tirer les ficelles de ces problématiques, et donc de montrer aux marques, de les accompagner et de leur montrer que finalement c'est possible à des petites échelles, et que plus on fera ces petites échelles, plus il y aura une volonté des clients, une volonté aussi de tous les acteurs, parce qu'on n'est pas du tout les seuls, il y en a pléthore en France et dans le monde entier, et bien plus on arrivera vers un modèle vertueux comme ça, puisque finalement les énergies sont là, la demande est là, mais c'est cette inertie de l'industrie textile qui nous a mis finalement dans la situation où on est tous à l'heure actuelle et qu'il faut changer. Mais je suis assez positif sur la question, ouais, tout à fait. Et pour en revenir à votre introduction, on fait beaucoup d'upcycling, mais la base de About a Worker, c'était de permettre aux petites mains d'industrie, aux artisans, aux ouvriers aux workers en fait, qui sont derrière la machine à coudre au Bangladesh ou pour Chanel, d'être mis en lumière et de prendre part au processus créatif, c'est-à-dire de retrouver un sens au travail, de retrouver une valeur au travail, et finalement de montrer à l'industrie entière que ces gens, ils sont le centre de l'industrie, et que sans ces gens, sans leur matériel productif et leur savoir-faire, il n'y a pas d'industrie en France. Et il n'y a pas d'industrie tout court d'ailleurs. Et donc en fait, c'est eux qui détiennent l'excellence, c'est eux qui détiennent le savoir-faire, et il faut juste qu'on arrive à casser ces différentes bulles entre la fast fashion, les gens qui achètent du shine, et on ne va pas leur jeter la pierre forcément parce qu'ils veulent consommer ces artisans, ces petites mains, et en fait toutes ces bulles ne se comprennent pas forcément. Et ce qu'on fait en lieu de vente ou pendant les activations publiques, c'est d'essayer de trouver des formules qui puissent permettre à tous ces gens de se comprendre, de se parler, et de briser un peu cette glace et de comprendre de manière ludique et inspirante ce qu'est l'industrie de la mode et comment elle fonctionne. En fait, c'est vraiment ça ce qu'on essaie de faire. On parlait d'exemples, Charlotte et Hubert, alors de façon, vous pouvez choisir comment vous commencez, mais est-ce que vous pouvez expliquer quelle est votre proposition dans ce milieu-là, et qu'est-ce que vous faites finalement, notamment sur cette partie d'écologie qui est l'un des pans de cette bifurcation, qui peut être aussi sociale, industrielle, mais qui a ce rapport avec le recyclage de produits, éviter d'en rajouter sur la pile finalement dans ce monde, dans cette industrie-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez et en quoi
ce modèle peut se développer de façon un peu plus vaste, grand, pour pouvoir être une solution industrielle et pas uniquement comme la réparation des défauts qu'ont créé les grands groupes ou ceux qui étaient là avant vous. Bonjour à tous. Je vais faire une réponse peut-être en 3 parties à cette grande question. Donc d'abord, Uptrade, c'est un projet qui est né il y a 3 ans, en partie grâce à Christophe d'ailleurs, et qui est né juste du constat qu'il y avait des stocks de tissus dormants. Il y a des stocks partout, dans tous les secteurs d'activité, sur tout type de produits, mais il y a aussi des stocks de tissus dans l'industrie textile, c'est pas une surprise, et il n'y avait pas grand-chose à part du déstockage un peu... C'était un peu la guerre du déstockeur dans le sentier pour aller récupérer ces stocks et leur donner une seconde vie. Et nous, on voulait redonner un peu ces lettres de noblesse à ce métier. On a créé une marketplace et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on fait de la consignation pour plus d'1,4 million de mètres de tissus disponibles sur le marché en Europe. C'est qu'en Europe, et je parle de 4 pays. Et l'idée, c'est de mettre ces tissus à la disposition de tas de gens qui savent leur donner une seconde vie. Ces gens qui savent leur donner une seconde vie, ça peut être des étudiants. On fait que du B2B, donc je parle même pas des gens qui aiment la couture pour le loisir. Donc on parle d'étudiants qui sont à la transition entre j'apprends et qu'est-ce que je vais faire de ma vie. On parle de gens qui sont en reconversion, des gens qui ont lancé leur marque, des gens qui sont engagés, des gens qui ont envie de petits prix, des gens qui ont envie de pépites, des gens qui ont envie de valoriser des savoir-faire. Et c'est un peu ce qu'on fait chez Uptrade. On met en avant les savoir-faire de nos fabricants, on met en avant le choix de sourcing des marques avec lesquelles on travaille, qui ont des stocks mais qui n'ont pas su les utiliser. Donc on essaye de faire un mix de tout ça et de recréer ce lien un peu perdu entre l'industrie et le créateur. Alors l'upcycling, ça demande beaucoup de résilience. C'est un mot hyper à la mode, ça aussi, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. En gros, l'upcycling est une contrainte en elle-même pour diverses raisons. C'est une contrainte sur le choix. On n'a pas autant de choix que si on crée ses propres tissus. C'est une contrainte parce que les quantités sont hyper limitées. Parfois, il n'y a pas de limite de quantité. Et c'est aussi une contrainte parce qu'il faut trouver ce qu'on va faire de ces stocks. Et c'est une contrainte parce que il faut créer à partir de ce qui existe déjà, ce qui n'est pas du tout les processus de création habituels, ou du moins pas ceux sur lesquels on travaillait au siècle dernier. Et on crée à partir de rien, à partir d'un dessin, d'un imaginaire. Et aujourd'hui, on vous demande d'être un peu le chef de cuisine sur un marché. Et vous avez tous les ingrédients. Allez, choisis ce que tu vas faire. Donc, on touche un peu à ça. Et nous, depuis le Covid, parce qu'on a vraiment décidé de se lancer au moment du Covid, c'est un peu idiot, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, on a remarqué, donc, pas une bifurcation, mais je rejoins un peu Stéphanie, des gens qui se sont un peu réveillés. Je pense que c'est des consciences personnelles qui se sont réveillées dans des grosses boîtes, dans des petites boîtes, des gens qui ont voulu faire mieux et faire appel à plus de bon sens, en fait. Et nous, on a vu qu'on avait une place à prendre là-dedans et que notre discours, il parlait à ces gens-là. Donc, aller chercher des grandes marques aujourd'hui, c'est plus aussi difficile que ça pouvait l'être il y a 5 ans en arrière. Les convaincre de faire mieux, les convaincre de faire des concessions sur la manière dont on va vendre ce stock ou valoriser ces stocks, ils sont capables de l'entendre aujourd'hui et ils sont capables de faire un pas vers nous. Après, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de greenwashing, mais en fait, commencer petit, même si on pense que c'est du greenwashing, c'est commencer quand même. Et ça a une valeur. Donc, je ne sais pas si on appelle ça bifurcation. Moi, je pense qu'il y a une petite bifurcation, un petit virage, et que ce virage, il est bon à prendre. Et qu'il ne faut pas critiquer la moindre initiative, parce qu'il y a de très belles choses qui sont en train de naître, en fait. Donc, voilà. Ça, c'était pour ma partie. Hubert aussi sur ça, donc sur à la fois quel est le projet de la Vie est Belt et comment on fait de cette proposition quelque chose qui ne peut pas être vu seulement comme une alternative, mais comme le centre de ce que pourrait être l'industrie de la mode dans un futur proche. Salut à tous, je suis hyper heureux d'être là. Moi j'arrive de Lille à vélo, donc j'ai pris le train, mais je suis arrivé de Lille à vélo quand même, pour passer l'après-midi avec vous, donc merci d'être venu. Et merci pour la question. Moi j'ai lancé cette aventure il y a 5 ans. On s'appelle La Vie est Belt, on essaie de rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures, voyez-vous, on est un peu optimiste. Mais avant de lancer ça, en fait, j'étais dans des schémas classiques. Je travaillais chez Decathlon, j'étais ingénieur produit, je faisais des sous-vêtements chauds pour le ski, à 4,99 € vendus à la caisse, 2 millions de pièces faites au Bangladesh, dans ces beaux pays d'Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Inde. Et j'adorais mon métier de créer des produits, mais en fait, j'étais pas fier de l'impact
de mon taf. Et j'étais pas fier d'en parler, quoi. Je suis allé en Asie, aller voir les producteurs et tout. J'avais 21 ans, j'étais apprenti. Et puis, je commençais à me tarauder un peu la tête et de me dire, bah, merde, j'aime bien mon boulot, mais au final, il manque un truc, quoi. Alors, à la fin de mes études, il y a 5 ans, je me suis dit, bah, si je continue à faire ce métier, mais avec, pour le coup, plus de bon sens, avec un impact pour lequel je serais fier, et c'est comme ça que je me suis lancé. En concret, on fait quoi? Eh ben, je continue à créer des produits, mais avec, pour le coup, un schéma qui se veut vertueux, puisqu'on prend des déchets qui sont normalement incinérés ou enfouis, des pneus de vélo, des pneus de voiture, des lances à incendie de pompiers, des cordes d'escalade. On s'est mis aussi au textile, on revalorise du linge de maison avec le relais. On a revalorisé plus de 2 tonnes de coton, plus de 12 tonnes de caoutchouc, avec tout ce que je vous ai dit sur les pneus, les cordes d'escalade et tout. On fait des ceintures, belts, c'est là d'où vient notre nom. Et puis avec les draps et les housses de couette, on fait des caleçons et des culottes qui ont du style. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Voilà. Donc, ce que je crois en tout cas, c'est, je suis carrément d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur le fait de déconstruire des modèles dont on sait qu'ils n'ont plus vraiment d'avenir, en tout cas d'un point de vue écologique et humain. On sait qu'il y a une urgence climatique, on sait qu'il faut qu'on agisse maintenant, concrètement. Et je crois beaucoup en tout cas déjà à la créativité. Pour changer un modèle, faut se creuser un peu la tête et essayer de faire autrement. Et c'est cool, et c'est chouette de réinventer d'autres manières de faire. Je crois aussi beaucoup qu'aujourd'hui, les discours tournent autour de l'éco-responsabilité, recycler, c'est génial le recyclage et tout le monde met ça en avant. On parle de greenwashing aussi. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on produise moins. Il faut qu'on produise moins et mieux. Mieux, recycler, upcycler, éco-conception, ok, tant mieux. Mais moins. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, je trouve. Donc c'est aussi notre rôle. Et c'est peut-être une aberration de se dire, nous, on fait des produits pour qu'on en vende moins. En tout cas, on propose une alternative à des produits qui sont mal faits ou qui sont faits pour qu'on en rachète le plus possible. Alors, je pense que nous tous ici, on est là pour essayer de proposer autre chose. Parfois, ça fait un peu mal au cœur de voir d'autres qui continuent de faire mal et qui le font toujours avec en vendant toujours plus et avec plus d'impact néfaste, quoi. En France, c'est 2 fois plus de vêtements achetés par habitant en moins de 20 ans, entre 2000 et autour de 2018. Donc voilà, on essaie de changer les choses. Donc je crois beaucoup à montrer un autre schéma, montrer d'autres manières de faire, comme chacun de nous le faisons à nos échelles. Mais je me dis aussi comment on peut faire pour emmener tous ces grands, tous ces gros, qui ont des schémas pas tant d'avenir, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, la réponse que j'ai, alors je me creuse encore la tête, mais je crois aussi beaucoup à l'impact des lois. Je pense notamment à d'autres industries. Les quotas de pêche ont permis à des zones où il y avait de moins en moins de poissons de retrouver un peu de biodiversité dans la mer. C'est des exemples concrets où la loi peut permettre de mettre une règle applicable à tout le monde, pas aux bons, aux méchants, parce qu'en effet, c'est pas le schéma, mais en tout cas à tous les acteurs de la mode aujourd'hui. Ça pourrait peut-être faire du bien d'avoir les mêmes règles du jeu et d'essayer de mieux faire tous ensemble. Parce que quand on voit un Shine qui, en 10 ans, est valorisé à 100 milliards et fait exactement ce qu'on ne veut plus faire et continue d'exploser, ben merde, qu'est-ce qu'on fait, quoi, à côté? Parfois, j'avoue, ça me désespère un peu. Donc peut-être qu'il faut faire bouger les lois et je finirai juste là-dessus. J'ai rejoint avec un peu ma grande sœur entrepreneuriale qui s'appelle Julia Faure, qui a créé Loom, un mouvement des acteurs de la mode qui veulent un peu faire changer les lois, justement. On est plus de 300 marques engagées, ça s'appelle En Mode Climat. Et il y a une page Insta, il y a un site internet. Le but, c'est de faire du plaidoyer, de faire bouger les lignes et d'emmener un max de monde. Donc allez suivre l'aventure, s'appelle En Mode Climat. En vous entendant, on se rend compte que les initiatives sont présentes, que même les mentalités sont quand même assez avancées sur ces questions, parce qu'on l'entend beaucoup, que ça a été répété. Christophe Lepine, qu'est-ce qui manque pour que ces initiatives-là deviennent une vraie bifurcation industrielle? J'entends par là à un niveau que ce ne soit plus ou ne soit pas seulement une initiative qui soit en décalage par rapport au mouvement général. Comment on fait de ces idées, de ces tentatives, des mouvements industriels, des réussites industrielles? Est-ce que c'est possible et comment il faudra s'y prendre? Bonjour à tous déjà, merci d'être venus pour tous ceux qui sont là. Belle question. Belle question. Assez large. En gros, ta question, c'est de savoir comment on relance l'industrie, comment
comment l'industrie est à nouveau possible. Vu que les idées sont là. Si les idées sont là, déjà, il faut réaligner beaucoup de choses parce que tout un peu dans tout ce qu'on a dit, il y a quand même, j'entends des choses et je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Quand on dit il faut vendre moins, et il y a toujours un sujet d'argent, parce que notre société a besoin d'argent pour vivre, et donc ça fait longtemps qu'elle vit sur le travail d'autres, puisqu'on est surtout des vendeurs et plus des gens qui fabriquons, et d'ailleurs toute notre économie n'est plus calée vraiment sur une économie où on peut faire de l'industrie avec les charges, etc. etc. Mais surtout, en fait, la grande question que je me pose encore, et à laquelle je suis témoin tous les jours, c'est qu'en fait, l'industrie du textile est une industrie, surtout française, qui ne génère pas de grosses marges et donc qui n'intéresse pas le capital. Donc, en d'autres mots, les fonds d'investissement ou même des fonds perso, privés, ne serait-ce qu'un chef d'entreprise, aujourd'hui, mettent beaucoup d'argent dans un projet comme celui-là. Un chef d'entreprise, souvent, il a quand même envie d'avoir un retour sur investissement. Et en fait, la promesse, c'est de dire, dans le meilleur des cas, tu vas beaucoup travailler et tu vas pas beaucoup gagner. Et ça, le fonds d'investissement standard, en général, même si les choses commencent à changer, et je suis assez d'accord, on en parlait tout à l'heure, enfin, les mentalités commencent à changer. C'est d'ailleurs assez stupéfiant en 2 ans ce qui s'est passé grâce ou à cause du Covid. Mais le principal point, déjà, c'est que les banques ne suivaient pas, les investisseurs ne suivaient pas. En fait, vous étiez tout seul, c'est-à-dire il fallait faire avec peu de choses. Et pourtant, l'industrie textile, que ce soit d'un côté sur les fabriques, donc là, les matières, si on veut être tisserand, si on veut être filateur, si on veut être tricoteur, c'est des parcs machines quand même qui sont très importants. C'est tout de suite 3, 4, 5 millions d'euros. Bon, à moins d'avoir une fortune personnelle et donc d'avoir eu... cette fortune, elle est arrivée aussi à un moment donné par du business, du capital, mais c'est quand même assez rare. Il faut solliciter des prêts bancaires, il faut solliciter la confiance de financiers. Et le bon point, c'est qu'il semble, grâce au Covid et grâce à un plan qui s'appelle le plan de relance, que les investisseurs aient envie de regarder ce sujet de l'industrie. On voit des choses qui se passent. Je pense à des gens à Tourcoing, par exemple, Hubert, que tu connais bien, avec Fashion Cube, qui représente Jules, qui a décidé de remonter une unité de fabrication de jeans. Je pense à Chamatex aussi. J'oublie toujours si c'est à Saint-Étienne ou dans la France du centre, qui était un tisseur qui a lancé une industrie d'assemblage de chaussures en Ardèche, bravo, la plus moderne au monde, qui permet d'assembler des chaussures à des coûts assez intéressants, et donc qui a embarqué une marque comme Salomon sur l'investissement. La région aussi, Rhône-Alpes Centre, qui a dû investir sur le sujet. Rhône-Alpes-Auvergne, bravo. Et donc voilà. Mais ça, c'est possible à partir du moment où il y a un soutien des pouvoirs publics financiers, des fonds d'investissement, de marques ou d'entreprises qui décident à un moment soit d'investir, soit d'avoir des réductions de marge et donc de vendre un petit peu moins cher. Donc voilà, mais c'est un sujet qui reste très compliqué, qui commence juste à bouger. C'est très frais. Ces sujets-là, ils ont à peine 1 an et demi. Puisque avant, j'en suis un bon exemple, quand j'ai fait, moi c'est pareil, comme toi Hubert, je bossais chez Nike en 2008. C'était la crise des subprimes à l'époque. Il y avait Montebourg, c'est d'ailleurs là où on s'est connus avec Benjamin, sur un beau reportage Canal+ du Made in France. Et en fait, pareil, j'en avais marre de vendre des choses. Je savais que Nike les produisait à $6 et on les vendait en boutique à 180 €. Donc la marge était monstrueuse. D'ailleurs, Nike, qui était, je crois que c'est en 2011, record du monde de marge, toute industrie confondue. Et donc, il y avait ce moment-là de la crise des subprimes où on nous a annoncé qu'on allait liquider une partie des salariés en France. Et là, je me suis dit, mais en fait, je fais quoi ici ? Je produis d'un côté de la planète où j'abîme tout. Maintenant, je vais en plus voir mes petits copains, mes petits camarades s'arrêter de bosser. Puis moi, je vais bosser à leur place sans rien dire. Et donc, j'ai pas pu. Et je me suis dit, à cette crise... il y a une solution, donc ça c'est en 2008. Déjà, moi j'étais sûr qu'on pouvait sauver l'industrie française en produisant près de chez nous et en relançant le travail. Et donc j'ai eu cette envie-là. Et puis j'ai créé cette marque qui s'appelait Bleu de Paname à l'époque, qui a été un plutôt joli succès de marque, qui a été un échec d'entreprise parce qu'on n'a pas réussi à lever de fonds. Et que les fonds justement dont je parlais m'ont dit gentiment, puisque ces fonds, je leur ai proposé un plan où je voulais monter une usine à Roubaix. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais mon grand, revois ta copie, ça n'arrivera pas.
Alors j'ai fait aussi des erreurs de business, j'étais pas assez digital, mais puisque l'avantage du digital, c'est que ça génère de la marge. Donc les fonds m'ont dit non. Tout le monde m'a dit non. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes fonds m'appellent avec d'autres gens du métier pour me demander si je peux donner mon avis sur la réindustrialisation de Pierre Schmitt dans les Vosges, qui remet l'industrie du lin au goût du jour. Donc ça me fait rire, je leur dis, mais après, voilà, il ne faut pas être trop... je pense que la mode doit évoluer, je pense que l'industrie textile doit évoluer plus que bifurquer. Je pense qu'avant, on ne savait pas qu'on faisait... malheureusement, je pense qu'il y a plein de choses que l'on ne savait pas. Même si le vrai sujet, c'est de rendre les choses transparentes. Plus elles vont être transparentes, moins il y aura d'intermédiaires. Et moins il y aura d'intermédiaires, moins il y aura des gens qui vivent sur le dos d'autres personnes dans l'ombre. Et en général, quand il y a un intermédiaire, celui qui est intermédiaire, qui ne fait rien, gagne toujours plus que celui qui fait et transpire et à la sueur de son front, quoi. Bien sûr. Ouais, je voulais répondre à Christophe et Hubert, et je réfléchissais en même temps. Il y a l'industrie de la mode, mais en fait, nous, alors, je parle du haut de notre expérience, et enfin de la longueur de notre expérience, mais c'est aussi, le truc intéressant, c'est pas juste changer l'industrie de la mode, c'est changer presque un rapport au capitalisme le capitalisme a du bon, dans le sens où quand tu vois le progrès social, quand tu vois le progrès sur la santé, sur l'espérance de vie de ces 2 siècles qui viennent de se dérouler, il y a du bon, c'est sûr. Mais je pense qu'on en est à un moment où ce capitalisme s'essouffle, dans le sens où c'est presque une rotative qui tourne avec des 100 têtes. Je rebondis parce que je t'entends parler de fonds. De fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est quoi ? C'est des mecs d'HEC qui travaillent pour des actionnaires qui ne connaissent pas pour placer leur argent et gagner un max de fric, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le high-tech, dans ce que tu veux. Ils cherchent quoi comme rentabilité ? C'est quoi le chiffre ? C'est toujours 15%? Non, mais que ce soit 5, 10, 15, 20, j'en sais rien. En fait, si tu veux, nous, on a construit Veja presque en opposition à ça. C'est-à-dire qu'on était financier, on était banquier d'affaires, et à 23 ans, 24 ans, et on voyait que le capitalisme courait à sa perte. Et on s'est dit, pourquoi pas faire tout l'inverse de ce qu'on aurait dû faire, ce que l'époque nous demandait, c'est-à-dire ne pas aller chercher de fonds, ne pas faire de publicité, rester une SARL, essayer de partager, s'il y a des bénéfices, s'il y en a, essayer de le partager avec les salariés et avec les parties prenantes. Et c'est peut-être ça, en fait, le fond de la chose. C'est-à-dire qu'on aura beau s'agiter dans tous les sens, on aura beau essayer de changer la mode, etc. Si la culture économique dominante ne change pas, ou en tout cas s'il n'y a pas d'exemples qui la font changer, et c'est en fait notre combat avec Veja depuis le début, c'est celui-là. Il est à la fois écologique, mais à la fois social, mais peut-être encore plus économique. C'est-à-dire que on n'arrive pas à changer les choses si on fait la même chose. En mode climat, Julia Fort, etc. Il y a beaucoup de choses sympas, mais moi, quand j'entends parler de fonds d'investissement, quand j'entends parler de levée de fonds, d'entrée au capital, etc., ben, je pense que en fait, vous aurez beau changer des petites choses, si peut-être le plus important d'une entreprise, c'est où est l'argent, où est la finance, et ben, si on ne change pas ça, il n'y a rien qui changera. Si c'est pour finir dans les bras de Bernard Arnault ou de Nike ou de Decathlon ou enfin tous les amis de Christophe, quoi. Tous les amis de Christophe, bref. Bon, vous pourrez lui poser des questions après. T'aimerais bien quoi ? Avoir des amis ? On est là, Christophe, on est là. C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est dans ton métier, toi, de réalisateur, comment est financé un film ? Qui le finance ? Pourquoi ? À quel endroit ? C'est ce que disent les anglo-saxons, c'est « follow the money ». Et je crois que c'est ça le truc qu'il faut arriver à faire, et c'est assez marrant de le faire. C'est sûr que c'est une bataille beaucoup plus forte, beaucoup plus intense,
Mais je crois que quand j'entends Hubert parler, quand j'entends Paul parler, je crois que le plaisir, quand j'entends Christophe parler, mais Christophe, je l'entends parfois trop parler, parce qu'on se parle beaucoup, non, mais on s'appelle souvent tard le soir, après nos journées de labeur. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à changer ça, tout ça n'aura servi à rien. Et donc, pour finir sur ce capitalisme un peu sans tête, le capitalisme de fonds d'investissement, le capitalisme de grandes banques, où finalement plus personne ne dirige, parce que plus personne ne sait pourquoi ils font les choses. C'est peut-être ça le vrai problème au fond, c'est peut-être revenir à une économie plus humaine, plus incarnée dans le sens, pas dans le sens blabla, parole, mais leadership de changement, et humain, tourné vers les gens, tourné vers les femmes, tourné vers les hommes, tourné vers les communautés et vers l'environnement, bien sûr. Mais c'est-à-dire revenir à, j'aime beaucoup ce que dit Charlotte, et j'aime beaucoup ce que dit Charlotte en général, revenir à plus de bon sens. Et je crois que notre société s'est vraiment perdue là-dessus sur peut-être les 70 dernières années. On a un peu perdu le fil. Tout le monde ne pense qu'au fric. Et je crois que c'est peut-être une vie plus simple. Alors c'est facile. Moi, j'ai une entreprise qui fonctionne très bien, des salariés qu'on arrive à très bien payer, etc. Donc c'est facile de parler de là. Mais je crois que c'est peut-être ce sens de l'argent, ce sens du capitalisme qu'il faut essayer de changer avant tout et dans tous les métiers. C'est pas que la mode. Mais ça passe pour en avoir parlé longuement avec Stéphanie il y a quelques années, au moment de la rédaction d'un super mémoire de fin d'études, je pense qu'il y a un truc fondamental, c'est que ça passe par l'éducation, en fait, tout ce que tu dis. C'est pas juste en tant que... Nous, on essaye de changer les choses en tant qu'entrepreneur ou en tant que directeur de projet, chef de projet, ou juste parce qu'on est animé par cette envie de mieux faire. Mais en fait, aujourd'hui, ça passe vraiment par une éducation différente. À l'école, dès tout petit, c'est important d'essayer d'apprendre aux enfants de faire mieux avec peu de choses. Et peut-être de ne pas le faire pour le gain, mais de le faire simplement pour le bonheur. Ok, j'enfonce une méga porte ouverte, mais c'est bien de le faire pour son épanouissement personnel. Et l'appât du gain n'est pas forcément la garantie d'un épanouissement personnel. Donc je suis persuadée que ça passe par l'éducation. Mais l'école, déjà, est responsable de ça. Parce qu'à l'école, on t'apprend à être meilleur que ton voisin, à l'écraser. Ouais, c'est ça. Donc on te met déjà dans un espèce de mindset où on te dit il faut absolument que tu aies la meilleure note que celui qui est à côté de toi. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut changer ce modèle-là. Dans le projet qu'on mène, moi j'ai quelques jeunes qui me disent moi je veux faire de l'argent. Je ne sais pas quel métier c'est faire de l'argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire faire de l'argent. Parce que le plus beau métier du monde, c'est celui où on fait les choses parce qu'on les aime et pas en fonction de ce qu'on va gagner. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et nous, on essaie de leur montrer, de leur inculquer ça, parce que c'est des jeunes souvent qui viennent de quartiers très compliqués, dans des situations compliquées. Donc, cette histoire de je veux faire de l'argent, je l'entends, parce qu'ils sont dans une réalité de vie, ils sont en mode survie, où à un moment donné, ils essaient juste de survivre et de se dire comment je vais faire ce soir pour bouffer. Nous, on a une jeune fille qui, tous les jours, va récupérer 2 repas à la CTU pour faire bouffer ses parents, ses frères et ses sœurs. Donc, c'est des situations, c'est archi compliqué. Donc, je peux l'entendre quand elle me dit je veux faire de l'argent. Mais après, nous, notre rôle, c'est aussi de, effectivement, puisque l'école n'a pas su faire, ou je ne sais pas, en tout cas, le système, c'est de dire non, peut-être que tu vas faire autre chose de ta vie, quelque chose de beaucoup plus avec du fond, avec du sens, parce que c'est important, parce que c'est ça qui va te nourrir. Et après, tu vas peut-être gagner de l'argent. Mais bon, l'argent, ce n'est pas une finalité de toute manière. Si je peux résumer ce dont vous parlez, c'est finalement les aspects positifs d'une industrie de la mode et une industrie textile qui aurait fait cette bifurcation à un point de vue social, à un point de vue d'éducation, un point de vue écologique, d'un point de vue de respect des conditions de travail par rapport à l'endroit où on travaille, et aussi de proposer des postes de mécanicienne dans le textile, de découpe dans un pays comme la France qui est quand même censé être un pays industrialisé. Du coup, qu'est-ce que vous avez vu très concrètement dans vos expériences professionnelles et de vos propositions d'entreprise d'effets positifs sur les gens et principalement sur les gens, d'ailleurs, c'est vraiment un aspect social, avec vos propositions d'entreprise? Moi, je peux répondre hyper rapidement. Moi, quand je suis arrivée dans ce projet, d'abord, c'était un peu à tâtons, parce que je ne suis pas du tout en produit de la mode et je n'ai pas du tout travaillé dans le textile. Mais en fait, ce que les gens aiment, c'est qu'on les écoute et qu'on prenne soin d'eux. C'est très con, mais moi, mes clients, même s'ils dépensent 30 €, on prend l'appel, on prend le temps de répondre à leurs questions, on les reçoit en rendez-vous, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux en sortant et qu'ils se sentent à minima écoutés.
Alors, c'est sûr que c'est pas hyper rentable. Concrètement, on passe beaucoup de temps à écouter ces gens-là, mais ce qui est important, c'est de les écouter. Et je pense que c'est aussi ce qu'on oublie. Enfin, moi, j'aime bien aller faire les magasins. Je ne suis pas une serial shoppeuse, mais j'aime bien aller faire les boutiques et j'aime bien quand il y a une conseillère de vente. Et aller dans une boutique où il n'y a personne, vraiment, ça ne me plaît pas du tout. Et je pense que pour moi, ça, c'est une notion hyper importante. Je vais vous donner 3 exemples. Un qui m'a donné le déclic et 2 sur ce qu'on fait au quotidien. J'étais en stage au Maroc pendant mes études dans des chaînes de production. C'était un agent qui faisait l'intermédiaire entre les donneurs d'ordre internationaux, de Fursac, la Halle et j'en passe, et l'industrie locale. Et je me suis retrouvé dans des usines, on contrôlait des productions. J'arrive dans une usine, il y avait des chaînes de production où il y avait à peu près 100 femmes à la file indienne. Il y avait 2 chaînes côte à côte. La première, c'était Gauthier Bébé. La deuxième, c'était les Polo Jardiland de 2017. Et là, je me suis rendu compte que c'était les mêmes machines, les mêmes personnes, le même bâtiment. Ce qui changeait, c'était juste le cahier des charges. Mais en fait, pour les gens qui avaient le savoir-faire, c'était du tissu, du fil et une machine. Il n'y avait rien de sorcier. Et c'est à ce moment-là où en fait, je me suis vraiment questionné sur la valeur travail, la valeur vêtements et la valeur perçue et tout ça. Et pour ce qui est des exemples plus concrets, la première collection qu'on avait faite pour permettre aux ouvriers de devenir designers, c'était dans un chantier d'insertion à Saint-Denis qui s'appelle Modestime, qu'on a contacté. On était encore à la base au stade du projet de fin d'études. Et en gros, donc, on a travaillé avec 4 personnes qui étaient toutes issues de l'immigration, certains réfugiés politiques, et notamment Miss Bao, qui était en France depuis 4 ans, qui avait fait la guerre aux Comores, qui était arrivé en France en tant que réfugié politique et en plus handicapé physique. Et il s'était réinséré par la couture. C'était la première fois qu'il travaillait avec des femmes dans un environnement féminin. Et au bout de ces 6 mois d'initiation, et on avait développé toute cette collection, etc., il nous a dit... on a déjeuné ensemble à midi, il nous a dit « Kim, Paul, je voudrais vous remercier vraiment parce que depuis que je suis en France, ça fait 4 ans, et c'est la première fois qu'on me demande mon avis. » Et là, en fait, les bras nous en sont tombés parce que moi, j'étais persuadé de faire quelque chose qui était sympa, mais qui n'était pas révolutionnaire. Et en fait, pour lui, il y avait une petite part de révolution dans ce qu'il avait fait, ce qu'on avait fait ensemble et ce qu'il avait fait au sein de l'atelier. Et en fait, c'est une des plus grandes gratifications que j'ai jamais eues. Je vais vous donner un autre exemple. On a fait une collaboration avec La Redoute, où c'est 6 manutentionnaires de La Redoute qui ont dessiné une collection pour La Redoute, que La Redoute a produit et distribué après. Et donc finalement, ces manutentionnaires, c'est ceux qui mettent les fringues dans les cartons de La Redoute, dans un immense entrepôt qui est à Wattrelos, près de Lille. Et donc si vous recevez vos fringues La Redoute en 24 heures, c'est grâce à eux. Ils font partie de la chaîne du vêtement, mais c'est les plus grands invisibles de la Terre, ceux-là. Et Josette, elle avait 40 ans de Redoute, ses parents étaient de La Redoute, ses grands-parents étaient de La Redoute, et en post-clope, elle nous dit, c'est la première fois que je parle à mon boss et à la DA de La Redoute. Et voilà, en fait. Et là, je me suis dit, j'ai dit à Kim, on est dans le dur. Tu vois, on est sur la bonne route, en fait. Tu vois. Hubert, sur cette expérience, en fait, et en quoi, quels effets ça crée de faire ces propositions industrielles-là? Le mot qui me vient, moi, c'est le mot saveur. Je trouve qu'on a perdu un peu la saveur des choses, le vrai prix des choses aussi. Et ce qui m'éclate dans ce qu'on fait, et je pense que ça part de là, c'est de prendre du plaisir et de redonner du sens et de l'histoire aux produits. Nous, ça fait marrer les gens. On fait une collab notamment avec des équipes du Tour de France. On fait des ceintures qui ont roulé le Tour de France avec une vraie histoire, et c'est pas du bullshit, quoi. C'est vraiment le pneu de Chabanel qui a fait 20 fois le Tour de France et qui nous l'a filé. Et donc on raconte des vraies histoires et on y remet de la saveur. Et les gens qui transforment les produits, avant c'était moi dans ma coloc étudiante, les points de départ en 2017 c'était ça. Et maintenant c'est Christophe, c'est Kamel, Adama, il y a Josette aussi, Antou ils sont 7. Également, on les met en lumière et on fait des vidéos avec eux sur les réseaux sociaux. On collecte par exemple les pneus de vélo dans des ateliers de vélo. Il y a une photo de Christophe qui est hyper heureux avec son pneu et sa ceinture. Christophe, il a fait la une du Nord-Éclair. Il a fait la matinale de RTL nationale, mesdames et messieurs, oui, Christophe, qui est une personne en situation de handicap, qui vit dans un quartier assez pauvre de Tourcoing. Et aujourd'hui, il est reconnu dans la rue par des gens de son quartier parce qu'il porte une ceinture et qu'ils l'ont vu dans le journal. Et c'est de redonner toute cette saveur-là, quoi. Et je trouve que quand on met de la saveur et quand on met du sourire, du soleil un peu à ça, même si on est conscient de la réalité du monde et tout ce qui va pas forcément, avec l'optimisme et notre envie de bien faire, on y remet de la saveur et ça rayonne et les gens en parlent, les gens achètent et racontent l'histoire. Les gens, mais il y a le sens. Et puis les médias aussi en parlent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de journalistes et de gens qui font des docus et de gens qui ont envie de
de montrer aussi d'autres schémas, d'autres manières de faire. Nous, on a eu la chance d'avoir plus de 100 passages médias. On n'a jamais fait de relations presse, on n'a jamais fait de pub. On est autofinancé, ça fait 5 ans. On est 5 salariés et on permet 7 emplois solidaires. Et on n'a pas d'actionnaire. Moi, j'ai démarré avec 300 € dans ma coloc étudiante à découper mes pneus à l'arrache totale. Tu vois. Et j'ai vendu mes ceintures dans ma coloc. J'ai fait 4 000 € de chiffre d'affaires. On a réinvesti au fur et à mesure et on a grandi comme ça. Et je pense que tout ça part de la saveur et redonner de la saveur aux choses. Stéphanie, il y a aussi cette question avec des jeunes qui voudraient travailler dans ces métiers de la mode, qui aujourd'hui, enfin, dans ce modèle qui était devenu traditionnel depuis 70 ans, comme tu disais Sébastien, finalement, il y a quoi? On peut bosser dans le marketing, dans le développement un peu du produit, ou devenir juriste quand il y a un problème dans la mode, mais il n'y a plus la partie manuelle et en bonne partie... Du coup, est-ce que quand Jules décide de refaire quelques jeans en France, est-ce que quand une entreprise décide de relocaliser une partie de cette production, ça permet à des jeunes qui voulaient travailler dans ces métiers de leur dire en fait c'est possible, il y a une possibilité de trouver quelque chose de concret dans la mode et pas seulement la partie bassement tableau Excel finalement, si on voulait exagérer. Mais en fait, il y a plein de... Alors nous, on l'a vécu avec l'atelier Résilience à Roubaix, qu'on a créé en 3 jours comme des fous, voilà, et dont certains connaissent l'histoire, qui est un super projet, où on a mis des gens derrière les machines en l'espace de 3 jours, des gens qui ne savaient pas faire, des gens qui savaient faire, et ceux qui savaient faire montraient à ceux qui ne savaient pas faire. Et là, on s'est rendu compte que juste l'envie, ça suffit déjà, voilà. Et du coup, ça a permis à des jeunes qui avaient envie, qui n'avaient pas les moyens d'accéder à une formation couture ou mode, ces formations sont souvent très, très onéreuses, d'être formés et d'apprendre à faire des choses avec une machine à coudre. Donc ça a été un super projet. Nous, on continue avec nos ateliers à former des jeunes à avoir ce savoir-faire manuel qui est super important. Quand on travaille les mains, c'est très bon pour la tête et pour l'esprit. Et voilà. Ça fait du bien, ça soigne généralement, ça fait office de thérapie. Donc, nous, la jeunesse, là, aujourd'hui, elle a envie de travailler dans la mode, mais pas que. Et ce qui est important aussi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, nous, on se rend compte, on a de plus en plus de marques qui viennent nous voir ou des acteurs, voilà, comme ça, qui veulent collaborer parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, la créativité, elle vient aussi d'ailleurs. Et ça, c'est important. Et ces jeunes-là, qui n'ont pas eu toutes les formations nécessaires ou classiques que certains peuvent avoir, en fait, ils ont parfois une telle culture de la rue, du mode agile, du mode système D, qu'en fait, tout ça, ça leur permet de rapidement accéder à un savoir-faire qu'ils maîtrisent ou qu'ils ont appris. Je pense à Sofouane, notamment, qui s'est formé tout seul en autodidacte, voilà, sur tout ce qui est outils web et tout, et qui aujourd'hui travaille chez Veja depuis 3 mois, voilà, et qui est complètement opérationnel. Et David, voilà. Avec David, pardon. Peut-être Christophe et Sébastien, à un niveau presque plus macro, qu'est-ce que une industrie plus humaine de la mode permet ou permettrait dans un futur proche, si on veut se projeter un peu? Une industrie plus humaine, mais déjà, c'est sûr que tout à l'heure, Charlotte, quand tu disais prendre soin des gens, je pense que les métiers manuels comme ça, qui ont été... moi, je suis passé par là... dans mon parcours scolaire, à 14 ans, on m'a dit tu vas aller réparer des machines à laver. Donc j'ai fait un BEP électromécanique à l'époque. Et du coup, le côté de la valeur manuelle, c'était très, très péjoratif à l'époque. Et c'est tous ces métiers qui étaient mal vus. C'est-à-dire, c'était une punition d'aller faire quelque chose avec ses mains. Ceux qui partaient en plomberie ou en bâtiment, c'était une catastrophe. On savait que c'était un peu la fin du chemin déjà à 16 ans. Donc ça, c'est des choses, voilà, c'est revaloriser, remettre de la lumière. Et où est la chaîne de valeur? Est-ce que celui qui fabrique, il n'a pas autant le droit de gagner de l'argent que celui, entre guillemets, qui est en haut de la chaîne? Parce qu'en fait, finalement, il a aussi une valeur, mais est-ce qu'il n'en a pas autant? Donc j'aime bien aussi l'idée de partage comme ça, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Comment emmener des jeunes? Alors ok, quand ils aiment la couture, il y en a certains, c'est vrai, c'est génial. Et on l'a fait sur Résilience à Roubaix, c'était fabuleux. Mais pour les maintenir dans la durée, moi je me souviens quand j'ai commencé dans le métier, on disait il te faut 20 ans. Dire à un jeune, tu vas mettre 20 ans pour arriver en haut de la pyramide du salaire, c'est loin pour lui. Et en plus, aujourd'hui, ça va trop vite pour qu'il puisse attendre 20 ans. Donc, il faut déjà prendre soin d'eux. Pour ça, je pense qu'il faut faire des entreprises quand même. Et ça, il ne faut pas en avoir honte parce que c'est très français de ne pas vouloir parler d'argent et de dire qu'il ne faut pas gagner d'argent. Moi, je pense que pour distribuer, il faut gagner de l'argent. Il faut créer de la richesse pour pouvoir la distribuer et en faire ce qu'on veut à notre façon.
Et je pense que, encore une fois, mieux s'occuper des salariés, redistribuer la valeur. Il faut des gens aussi, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans le pays, c'est ce qui est catastrophique, c'est que ce qui est compliqué, mais ça va, voilà, il y a des choses qui se produisent de jolies, je ne veux pas dire que c'est catastrophique, c'est pas vrai, mais ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, souvent, ce sont des profils écoles de commerce, qui ont une lumière pour se dire tiens, on va faire de l'industrie, on va s'occuper de gens comme ça, refabriquer quelque chose. Sauf qu'en fait, pour faire avancer ces jeunes-là, c'est un peu comme moi j'aime bien comparer ça à un match de foot, à une équipe de foot sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut être légitime, il faut savoir prendre soin, il faut connaître son sujet, il faut aimer les gens, il faut vraiment connaître son sujet, en prendre soin, et à partir de là, redonner la valeur là où elle est. Et c'est pas normal mais c'est notre système c'est le capital et qui, encore une fois, qui a fait qu'on en est là. Mais tu peux pas avoir des gens derrière des machines sur des produits qui valent quelquefois 600 € en boutique et qui sont payés le SMIC. C'est pas possible. Et en tout cas, on n'emmènera aucun jeune, ni personne d'ailleurs, sauf dans des conditions précaires et quand ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que ça, c'est vraiment le but ultime? Enfin voilà, le but, c'est de revaloriser les choses. Sébastien, comment vous avez répondu à ce distinguo-là qui paraît aujourd'hui inadmissible de cette tant de différence entre le produit final et le salaire que touchent ceux qui fabriquent? Comment on répond à ça quand on est une entreprise? Oui, mais c'est une tendance économique qui date des années 60-70, c'est-à-dire que tout ce dont on parle là, tout ce dont Christophe vient de parler, qui est super intéressant et qui nous lie, parce que qui nous lie toutes et tous là sur scène, et je sais qu'il y a plein de gens aussi qui font plein de trucs ici là, et c'est l'amour de la réalité, et que je pense que notre société a un peu perdu le fil, sans doute dans les années 80, sur cette réalité où si tu prends l'agriculture ou l'industrie, et ben finalement l'agriculture et l'industrie ont été cachées pour laisser place à la publicité, à la communication, je dirais, un monde factice et irréel et c'est drôle parce que tu vois les énormes agences de pub qui se sont montées pendant les années 80, les Publicis, les BDDP, etc., enfin, à l'échelle mondiale, ben finalement, les gens qui faisaient de la publicité, les gens qui participaient à la publicité, que ce soit les réalisateurs, les mannequins, etc., gagnaient peut-être 10 000 fois plus que la personne qui avait fabriqué le vêtement ou la paire de baskets. Et cette décorrélation avec la réalité a entraîné tout simplement notre société en entier. C'est-à-dire que, et encore aujourd'hui, le monde factice paye mieux, est mieux payé, est plus glamour, est plus sympa, et a beaucoup plus d'argent que le monde réel des usines. Tu parlais du Bangladesh, je sais plus qui parlait, non, je crois que c'était Hubert qui parlait du Bangladesh. Et c'est ça, et nous, c'est pour ça qu'on a monté Veja, c'est en voyant cette décorrélation entre la réalité et la communication, la réalité et un monde un peu factice, moi qui me saoule, mais qui m'a toujours saoulé, c'est peut-être que moi, mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens que ça saoule. Et en fait, appliquer cette réalité à, comme dit Christophe, une entreprise, à un groupe d'individus, aux salariés de Veja que je salue. Nous, notre kiff, c'est d'emmener les salariés au Brésil, d'emmener les salariés dans les ateliers logistiques, voir les usines, voir les champs de coton, qui comprennent ce qu'ils font en fait. Et c'est ça qui est... et en fait, je parle avec Veja est devenu un peu c'est une boîte de 350 personnes aujourd'hui. Et je fais des conférences avec les mecs d'H&M, par exemple. Et les mecs ne sont jamais allés dans des usines. C'est les boss d'H&M, ils sont jamais allés dans les usines. Ils savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est des tableaux Excel avec des prix, avec des coûts. Et on appuie ici, on appuie là, et on gagne plus d'argent. Mais c'est devenu complètement irréel. Et je pense que, enfin, moi en tout cas, j'ai du mal à parler pour la société, pour les gens, et que ça c'est les politiques le font très bien ou très mal. Mais en tout cas, moi, j'ai envie d'un monde avec plus de réalité, avec plus de bon sens, de pé no chão, comme on dit au Brésil, de pied sur terre, et de bonheur simple. Je pense que c'est marrant, on voyait la crise russe, on voyait la crise ukrainienne plutôt, et la Russie qui attaquait l'Ukraine, et on voyait les oligarques russes qui ont 50 yachts de 300 mètres de long, et on se dit, mais
qu'est-ce qu'ils font ces gens avec ça? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux avec ça? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont gagné des milliards, mais ils sont sur leur yacht, en train de faire du scooter des mers autour du yacht. Et tu te dis, mais ça sert à quoi? Et en fait, je sais que moi, je suis plus heureux dans une station-service en Amazonie, à boire une bière, avec mon équipe, avec des potes, avec des seringueros, plutôt que de faire du tour de scooter des mers. Enfin, c'est quoi le but des gens aujourd'hui dans l'économie actuelle? Et je crois qu'il n'y a pas trop de modèles qui nous montrent qu'on peut vivre très heureux avec une petite maison à Marseille comme Christophe, qu'il a construit lui-même avec ses mains, et du coup ça n'a pas servi à rien d'apprendre la plomberie et le carrelage. Mais je crois que quand j'entends Christophe me raconter ça à 22h le soir, bah, il est content. Et il est plus content que les mecs qui font des tours du scooter des mers, de yacht, de 300 mètres, qui sont limite un peu longs pour le scooter. Enfin, bon. Et je crois que revenir à un peu plus de réalité et de simplicité, c'est bien. Et je crois que c'est ça qui manque un peu aujourd'hui. Et c'est en fait assez simple comme virage. Comme virage. Ouais. Bah, le virage, d'une certaine façon, dont on parlait sur la bifurcation, même si le terme ne doit pas faire Flores comme étant un chapeau, il est là. Vous avez tous pris des virages de professionnels, on l'a entendu. Hubert, Charlotte, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, très concrètement, encore une fois, vu qu'on parle de réalité, pour que vos projets ne soient pas les petites initiatives sympas que l'on montre comme étant en miroir de ce que fait le reste de l'industrie, mais se développent comme le modèle, et pas juste ce qui serait à côté. Énormément d'argent, peut-être. Mais... Non, c'est pas de l'argent qu'il nous faut, parce que si les produits tournent, que ça se vend, tu gagnes ta croûte et tu réinvestis ou tu essayes de faire mieux après. Mais non, ce qu'il faudrait, c'est que peut-être un peu plus de notoriété. La difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on touche à un métier, même si le métier de chiffonnier, il existe depuis probablement toujours. Tu vois, on le remet au goût du jour avec une plateforme digitale. De l'autre côté, tu as des projets concurrents aux nôtres qui sont portés par des grands groupes de luxe qui font de la publicité pour leur propre greenwashing. Nous, on ne fait pas du greenwashing, on veut juste récupérer... Enfin, nous, on veut éviter le gâchis dans l'industrie. Je trouve tout ça débile de ne pas utiliser des rouleaux dans un entrepôt. Et je trouve ça con de les céder à un prix dérisoire. Et je trouve ça encore plus con de les mettre dans un four et d'attendre que ça brûle. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est juste un peu plus de conscience et peut-être un peu plus de flexibilité de la part d'industrie, enfin de marques, plus grosses marques. On parlait d'inertie tout à l'heure. Qui parlait d'inertie, je ne sais plus. Il y a beaucoup d'inertie dans les grands groupes du fait de leur structure, qui est l'inverse d'une petite structure qui est hyper agile et qui se doit de tout faire. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est plus d'agilité, peut-être plus d'écoute de la part de ces groupes à qui on pourrait tout à fait suggérer de nouvelles solutions et une nouvelle façon de voir les choses. Mais pour ça, il faut qu'on ait une oreille attentive, et c'est pas toujours facile de trouver la personne dans le groupe qui a cette oreille attentive et qui est suffisamment... on va dire charismatique pour porter ce message auprès de gens plus hauts pour que la décision soit prise, sauf qu'entre-temps, ton stock, il est déjà vendu 4 fois, quoi. Donc, bon, c'est pas grave, il est vendu, mais ce serait cool de pouvoir faire marcher ces initiatives et que les plus gros soient peut-être plus à l'écoute. Hubert, tu parlais tout à l'heure tu faisais le parallèle avec des quotas de pêche. C'est aussi l'interdiction de détruire la marchandise qui a permis de se développer d'une certaine façon, en tout cas en récupérant une partie des stocks, alors pas forcément sur les pneus, mais en tout cas sur le textile, c'est aussi vrai. Est-ce que ça aide quand les pouvoirs publics prennent des décisions qui contraignent l'industrie, ceux qui dominent dans cette industrie? Je pense que c'est une des voies où ça peut avoir beaucoup d'impact. Et en tout cas, je parlais de la pêche, c'est des exemples où on a un peu plus de recul. Un autre exemple qui me parle, c'est au début, quand il y avait la voiture, il n'y avait pas vraiment de code de la route et il y avait beaucoup de morts sur les routes. Et au fur et à mesure de mettre des lois et d'organiser les choses, il y en a eu beaucoup moins. Et il y a des vrais impacts. L'année où est sortie telle loi sur le code de la route, beaucoup moins de morts sur les routes. Donc oui, l'interdiction de détruire des invendus, c'est un minimum, c'est clair. Je reviens au bon sens. Et pourquoi avant on avait le droit, franchement, et d'où c'est respecter les gens qui fabriquent vraiment. C'est vraiment. J'étais même moi-même étonné en fait qu'à l'époque c'était encore, que l'année dernière c'était encore légal. C'est un premier pas. Pour moi, il y a encore du chemin. Tu disais tout à l'heure,
comment on fait pour ne pas être qu'un mini projet dans notre coin. Moi, je crois beaucoup aussi à la force de la multitude. Je ne souhaite pas forcément être un H&M, et en tout cas, on n'est pas parti pour. Ça rejoint aussi la question du financement dont on parlait tout à l'heure. Si chacun garde les manettes de son activité et s'autofinance et grandit à échelle humaine, et ben déjà, je suis persuadé, c'est clair, qu'on ira un peu plus dans le bon sens et qu'on gardera nos valeurs et nos envies et nos motivations de faire les choses. Et puis c'est souhaitable d'être beaucoup d'acteurs, beaucoup de petits plutôt que des énormes, quoi. C'est la nature finalement. Une forêt, c'est plein de plantes différentes et c'est pas que 3 ou 4 qui prennent toute la place, quoi. Après, il y a un truc sur la réglementation, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une menace perpétuelle, parce que ça ne fait pas non plus évoluer beaucoup les gens. Et la menace, c'est souvent des sanctions financières. Et le problème de la sanction financière, c'est que les marques trouvent toujours des issues ailleurs. Et en Europe, on est un marché ultra ouvert. Tu prends un stock, tu le mets dans un camion, tu pars en Italie, tu le détruis. C'est pas du tout un problème. Donc la sanction, en fait, le problème de la réglementation, c'est la sanction. Et plutôt que de faire une sanction, il faudrait essayer de trouver un système qui soit un système un peu plus vertueux et qui encourage les gens à le faire. Et plutôt que de prendre ce camion pour faire France-Italie et d'aller détruire ton stock, l'idéal, ce serait que les Italiens viennent chez nous pour aussi gagner un peu de sous sur le fait de revaloriser de la matière. Là, il y a un vrai intérêt. Mais par contre, ça demande un changement de paradigme et un changement d'état d'esprit qui est quand même beaucoup plus important. On n'a pas parlé de recyclage dans l'industrie textile, mais le recyclage, ça fait partie de ces choses qu'il faudrait changer. Le business model du recyclage, tel qu'il existe aujourd'hui, oblige les industriels possédant des déchets à payer pour traiter leurs déchets. Ce qui est en fait une aberration, parce qu'il y a un moment où c'est bien de payer, mais ce n'est pas forcément ce qui va faire que la machine industrielle dans le recyclage va prendre de la hauteur et va pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est un peu... je pense que si on doit travailler sur des projets d'avenir et aller vers cette bifurcation, il faut aussi réfléchir à des business models différents et bien plus disruptifs que ceux sur quoi on travaille aujourd'hui. Oui, puis il y a un truc dont on n'a pas parlé du tout, qui est pour l'industrie de la mode, qui est les soldes et les promotions. C'est une industrie qui se nourrit à ça. C'est la drogue... La drogue de la mode, c'est les soldes et les promotions. Et c'est la drogue de la mode, puis la drogue des clientes et des clients qui sont drogués à ça aussi. Donc c'est vraiment un switch, plutôt qu'une bifurcation, c'est un switch de culture qu'il faut opérer. Et comment le faire ? C'est grâce à Stéphanie, grâce à Hubert, grâce à Charlotte, grâce à Christophe, surtout grâce à Christophe, hein, toujours. Tu disais ça va mal finir ? On verra ça plus tard au ping-pong. C'est un switch qu'il faut faire, hyper important culturellement, c'est-à-dire appliquer avec tous nos projets, il y en a plein, appliquer ces préceptes-là de, par exemple, pas aller courir le jeu des promotions, parce que les promotions, c'est quoi ? C'est vendre plus finalement. Et du coup, la saison d'après, tu produis plus en fond parce que tu sais qu'il va y avoir des promotions. Donc, alors que, par exemple, le business model qu'on a appliqué à Veja depuis le début, c'est pas de stock, pas de solde, pas de promotion. Et on en fait un tout petit peu aujourd'hui, mais c'est quand il y a un 35 et un 36 qui se battent en duel. Mais on sait la valeur de chaque chaussure et que quand on produit une basket, elle a de la valeur. Et du coup, si, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait des annulations de commandes ou des clients qui font faillite, etc., c'est-à-dire qu'on produit trop par rapport à ce qu'on a déjà vendu, eh ben, on trouve ailleurs et on monte des endroits. Il y a plein de choses à faire pour éviter le solde des promotions. Pour des grosses marques, c'est 50% de leur chiffre d'affaires. Pour Veja, c'est 0,001% des chiffres d'affaires est fait en solde. Enfin, je ne crois pas raconter de bêtises. Je parle sous le contrôle de Nico, qui est directeur du retail. Mais c'est vrai que les directeurs de boutique nous gueulent dessus parce qu'ils disent on n'a pas de solde, on n'a pas de trucs à solder, etc. On n'a pas de Veja à solder. Et c'est comme ça. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est la différence entre le prix et la valeur. Et pour moi, chaque Veja a beaucoup de valeur. Tout le travail qu'il y a eu à l'intérieur a énormément de valeur. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas soldées. Et c'est pour ça qu'elles coûtent le prix qu'elles coûtent. On ne fait jamais de surmarge sur une Veja. C'est-à-dire que c'est toujours le même prix, toujours la même marge appliquée, qui est tout à fait normale
raisonnable quand on vend bien. Et donc ça, il suffit de vouloir le faire pour y arriver alors ? Comme tout, hein, tu sais. C'est comme faire un film pour toi. Si tu n'as pas envie de le faire, tu le feras mal. Ou si tu as envie de le faire comme font les autres, tu le feras comme les autres. Et si tu as envie de le faire à ta façon, tu le feras merveilleusement bien. Enfin, c'est pour tous les métiers comme ça. Mais c'est ce que j'aime chez Christophe, ce que j'aime chez Stéphanie, ce que j'aime chez Charlotte en la connaissant un peu moins, c'est que ils font pas un projet, ils font pas une entreprise. Ils mettent tout leur être et toutes leurs pensées et toutes leurs idées dans leur entreprise ou dans leur projet. Et en fait, c'est ça qui fait la grosse différence. Pas sur 3 mois, pas sur 6 mois, peut-être même pas sur 3 ans, mais sur 10, ça fait une énorme différence. Parce que quand ton projet, tu l'as construit en mettant tout de toi à l'intérieur, tout ce que tu penses du monde, comme si c'était un témoignage du monde, tu le défendras mieux que personne et tu le défendras mieux que les autres. Si face à toi, il y a des tableaux Excel et des gens qui juste comptent, toi, tu le défendras mieux que les autres. Et du coup, les gens te suivront ou pas. Je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas d'échec. L'échec, d'ailleurs, est très formateur. Mais c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont envie de faire des entreprises pour gagner de l'argent, un peu pour les monter, puis 1 an après, 2 ans après, les vendre. Nous, sur scène, je crois, Hubert, je ne le connais pas très bien, mais je crois que nous, on est un peu old school. On fait des projets de vie plutôt que des projets d'entreprise. Et c'est ça qui marche, je crois, à terme. Et c'est ça la différence. Paul, Stéphanie, je ne sais plus qui voulait parler. Je veux juste dire un mot sur Sébastien parlait de la valeur et de le fait le surstock. Au niveau de la valeur, je pense qu'on en avait parlé en 2017 déjà pendant les rencontres anti-fashion à Marseille. En fait, il y a un problème de valeur actuellement, c'est qu'aujourd'hui les gens n'ont plus la notion de la valeur des choses. C'est-à-dire que une baguette de pain, ça a un tel prix parce qu'il y a un mec qui s'est levé à 4h du matin pour pétrir l'appart. Avant, il y en a un qui a semé une graine, qui a cultivé du blé. Enfin, tout ça, c'est super important. Pour une paire de baskets, c'est exactement pareil. Pour des fringues, c'est pareil. Donc, on ne peut pas acheter un t-shirt à 2,50 € comme actuellement on peut en trouver chez Decathlon. C'est pas possible. Dans la réalité, ça ne peut pas exister, un truc pareil. Quand on assemble toute la chaîne de l'industrie textile, c'est impossible. C'est un peu plus cher que le prix d'un croissant. Donc c'est hallucinant. Et ensuite, pour l'histoire le fait d'amasser continuellement de la fringue, et tu parlais tout à l'heure, le fait des gens à un moment donné qui ont besoin sans arrêt d'acheter des trucs, ça c'est un truc qu'on nous a inculqué depuis, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, où on nous a dit qu'en fait, consommer, ça rimait avec bonheur, et ça c'est une absurdité totale. Je veux dire, alors vivre avec un jean et 2 t-shirts, c'est un truc à la japonaise, c'est un peu dur, je peux le concevoir. Mais en fait, le fait effectivement d'avoir, je sais pas combien de yachts et du jet ski, ça ne sert à rien d'amasser. Ça ne sert à rien, ça ne va pas faire avancer le schmilblick, ça ne va pas vous rendre heureux, c'est une absurdité totale. Et donc en fait, et la presse, elle est aussi responsable de ça. Quand vous prenez n'importe quel type de magazine, le L ou n'importe quoi d'autre, et qu'on vous dit que ce que vous avez acheté la semaine dernière, c'est obsolète et qu'il faut courir chez Zara pour acheter le prochain t-shirt, en fait, on vous conditionne à acheter continuellement. Donc ça devient complètement frénétique, quoi. C'est super compliqué. Donc c'est pour ça que c'est hyper compliqué, à un moment donné, de changer de réflexion, en tout cas de mode de vie, et de se dire je vais acheter moins, effectivement, moins mieux. Et le fait de ne pas créer du surstock, c'est super important. Et je pense que ça, même chez le consommateur, de créer de la frustration, c'est super bien. J'ai loupé la collab, tant pis. Donc je passe à la prochaine. Donc c'est pas grave. Mais en fait, on a tellement peur, je pense, les industriels ont tellement peur de pas perdre le consommateur. Donc du coup, ils sont dans l'opulence constamment, d'inonder le marché, de récupérer toujours plus de parts de marché. Moi quand j'entends ce discours-là, je le comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire, quoi. À un moment donné, je trouve ça super de dire on va produire que 25 pièces. Voilà. Et puis tant pis. Il y en a qui vont les avoir, il y en a qui les auront pas. Paul, pardon. Non, oui, je poursuis tout à fait dans la lancée de Stéphanie, et d'aller. On nous a dit que consommer, ça rendait heureux, etc. Et je pense qu'on est en train de comprendre à l'échelle de l'humanité que c'est en train de changer, mais surtout l'acte d'achat, c'est un des actes les plus forts qu'on puisse faire, et le choix qu'on fait de telle pièce ou telle pièce fera la différence. Et en fait, le salut et le succès de cette bifurcation mode passera aussi par le consommateur. C'est pas du tout le seul responsable du bazar. Les industries sont pour moi les premiers responsables, mais en tout cas, la clé viendra du choix des consommateurs finaux. En fait, on a tous le choix de choisir une pomme peut-être bio du Costa Rica ou une pomme de Normandie quand on est en Normandie, tu vois. Et on achète des Veja plutôt que des Nike, et on sait très bien pourquoi on les achète.
et parce qu'il y a des valeurs, enfin parce que ça présente ces valeurs-là, etc. Et c'est pareil, on ne fait pas de stock, on ne fait pas de marge, on ne fait pas de solde, pardon. Et parce que la valeur, c'est la vraie valeur, et elle est comme ça en fait, elle n'est pas immuable. Et juste les gens s'y trompent pas, et ils se tromperont pas de plus en plus. Peut-être Christophe, on a beaucoup parlé de bifurcation et donc finalement de choix de projets et de choix individuels ou collectifs. Qu'est-ce qui, pour l'industrie de ce pays dans le textile, pourrait changer la donne? Est-ce que c'est le recyclage? Est-ce que ce sont de nouveaux tissus, de nouveaux textiles? Quel serait un axe de développement qui pourrait permettre de créer cet engrenage qui offrirait de meilleurs emplois, un meilleur respect, une industrie plus humaine, peut-être du travail pour des jeunes qui n'ont pas réussi à faire les études qui, pour le moment, mènent à ces métiers de la mode. Voilà, qu'est-ce qui serait ce point de départ pour un nouvel engrenage? Après, il y a beaucoup, c'est vaste, hein, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que déjà, il y a le recyclage, c'est un grand sujet. La vérité, c'est qu'on commence à avoir des pistes qui sont en train de se profiler, mais on n'est pas capable aujourd'hui de refaire des vêtements de la même qualité qu'avec une matière vierge. C'est pas vrai. On n'y arrive pas. Donc, oui, on peut faire avec des vieux vêtements que l'on va déchirer, défibrer, refiler, etc. On peut faire des sacs, des choses un petit peu brutes. On en consomme des sacs, hein, on en consomme des millions en sortie de caisse de l'industrie. Il y a une très belle usine française qui s'appelle les tissages de Charlieu, qui a réussi à vendre à Auchan 10 millions x 5 ans, donc 50 millions de sacs, avec une industrie française qu'il n'avait pas encore, qu'il est en train de construire. Donc chapeau à ce monsieur, qui est un grand monsieur, et avec du tissu à partir d'une fibre recyclée. Bon. Donc ça, c'est une piste intéressante. En plus, les lois sont en train de changer. Tu en parlais, Hubert, la loi AGEC, alors, qui est un projet de loi qui n'a pas encore été... alors, je ne suis pas technicien du sujet, mais il n'a pas été... pour qu'une loi rentre en action, il faut qu'elle soit... soit il y a le décret de loi, puis ensuite elle est votée. Elle soit débattue, puis... voilà, c'est ça. Donc elle n'est pas encore complètement en route. Mais on sait que, par exemple, les achats de l'État, aujourd'hui, sont obligés... ça y est, ça vient de tomber. Ils sont obligés d'acheter un pourcentage dans le vêtement de recycler. D'ailleurs, c'est très drôle, et j'ai eu la chance de faire partie quelque temps du comité stratégique de filière textile, et où j'ai vu justement les acheteurs de l'État être complètement perdus et dire au secours, comment on va faire, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit... Donc, ils travaillent dessus justement avec la filière textile pour essayer de savoir quelles sont les filières. Il y a des fonds encore de l'État cette fois qui sont mis à disposition pour créer le recyclage. Bon, ça va créer une industrie. C'est certain, on va être obligé. Il y a en plus, on a des organismes en France comme le CETI, qui d'ailleurs, assez étrangement, profitent beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire qu'en fait on crée des technologies en France, mais elles sont développées industriellement aux États-Unis ou en Asie pour la plupart, donc ça c'est un petit point à part, mais en tout cas on a de la technologie en France, il y a des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. On arrive à dissoudre des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant avec des dissolvants propres. Là, ça va changer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. Et juste pour aussi répondre à ce point-là sur les matériaux vierges, on est quand même, et ça c'est bon, je pense que s'il y a des gens du textile ici, on le sait, le lin, le chanvre. Au Moyen-Âge, la France était divisée en deux. Il y avait le lin au nord et le chanvre au sud, avec Marseille, avec sa canebière, qui était le premier endroit de vente du chanvre en Europe. Vers la Méditerranée. Et en fait, on est aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, la France et le Benelux, le premier producteur mondial de lin et de chanvre. Et donc, si déjà on arrivait, il y a des énergies qui sont en train d'arriver sur ces sujets-là, mais qui ne sont pas encore suffisamment investies. Mais c'est vrai que si, aujourd'hui, je vous invite tous à regarder, pour ceux qui ne le savent pas, les bénéfices du chanvre et du lin, si on arrive à en faire du textile ou autre chose d'ailleurs, parce que ces fibres-là ont des vertus incroyables pour l'aéronautique. On peut faire des portières de voitures avec du chanvre, on peut faire du béton avec du chanvre, on peut faire de l'huile, on peut faire du CBD, on peut faire plein de choses et d'autres trucs que vous savez tous. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que si on arrive à développer ça, et il faut qu'on arrive à le faire, c'est sûr que consommer du chanvre et à la place du coton, le coton, c'est un vrai problème, hein. C'est une facilité qui date depuis le Moyen-Âge parce qu'on arrive à le filer beaucoup plus facilement que les autres matières qui étaient l'ortie, le chanvre et le lin. Mais oui, ça peut créer de l'économie locale
et des nouvelles vocations, et des nouvelles fibres, et du nouveau textile, avec très peu d'empreinte carbone. D'accord. Donc, ces deux axes, et enfin trois avec des nouvelles machines, des nouvelles technologies qui pourraient permettre ça. Quelque chose à ajouter, Hubert, sur ces nouveautés? Ouais, je te relance. Comme vous voulez. Tu veux que j'ajoute quelque chose sur quoi? Oui, bien sûr. Sur ces procédés industriels, est-ce que parce qu'on parlait beaucoup de recyclage, et c'est une bonne partie du procédé que tu as mis en place? Un des trucs qui m'éclate, moi, c'est plutôt le réemploi, l'upcycling, c'est de chercher d'avoir un process le plus vertueux, le plus frugal en fait. Et donc, plutôt que de remettre en place des... Enfin, j'adore les ateliers et les industries, mais moi j'aime bien me dire qu'avec le minimum d'outils et avec le minimum d'énergie, on va réussir à transformer une matière et en faire un truc cool. Donc quand on vient dans l'atelier La Vie est Belle, tous les outils sont à la main, à part la machine à laver, parce que c'est quand même chiant à laver un pneu avec une brosse. Mais donc on a une machine à laver industrielle assez grande qui tourne avec de l'électricité et de l'eau, mais le reste c'est à la mano. La découpe, c'est une machine à manivelle d'artisan cuir, mais professionnel, quoi, mais optimisé avec des engrenages, mais tout est à la main. Et ça m'éclate parce que au lieu d'aller envoyer les pneus au broyage et à l'incinération, eh bien, avec tout ce petit process frugal, on en sort un produit qui est utile, qui a du style, et au même endroit, ça part chez le client, puisqu'on vend en grande partie sur Internet. Et donc, ce qui me plaît, ouais, c'est les process, de mettre la créativité au service d'un process qui se veut le plus simple, en fait. J'avais une question pour, bien sûr, Christophe, mais aussi Charlotte, sur le recyclage. On en parle beaucoup ensemble, et je trouve qu'il y a un écueil au recyclage, c'est-à-dire que l'avènement du recyclage en ce moment, plus la promulgation de la loi contre l'incinération des déchets. Moi, on est en contact avec les mêmes acteurs, etc. Et ils parlent beaucoup tous de recycler les produits neufs. Moi, je trouve que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça remplace l'incinération presque. Et après, on ne sait pas trop bien... Non, mais ça remplace l'incinération, c'est-à-dire les industriels, les marques peuvent se débarrasser de leur surstock. Avant, ils les incinéraient. Demain, est-ce que le recyclage, c'est ça? Parce que moi, ça me choque. Pour moi, un produit recyclé, c'est... exactement comme fait Hubert, c'est-à-dire un produit qui a fait le Tour de France à vélo et qui est complètement éclaté et dont on ne peut plus rien faire, et ensuite qu'on recycle en fin de vie, pas recycler en début de vie. Donc est-ce que vous allez donner un nouveau nom au pré-recyclage ou au recyclage début de vie? C'est qui vous? Bah vous deux. Enfin, vous travaillez là-dessus. Moi, je recycle pas de produits neufs. Je connais des gens qui le font, mais moi, je recycle pas de produits neufs. Je recycle que des chutes qui sont pas réutilisables. Mais les chutes, elles sont neuves. Ouais, mais tes chutes, elles sont tellement petites que, à part rien en faire et les remettre dans un incinérateur, tu peux pas faire grand-chose. Donc, les rentrer dans un procédé de recherche de nouvelles matières, ça apporte quelque chose. Non, bien sûr. Alors, mais moi, c'est vrai que ça me fait un peu flipper le recyclage de produits neufs. C'est très différent ce que fait Charlotte, c'est de l'upcycling, c'est-à-dire qu'elle permet... Mais je parle à Charlotte parce qu'elle connaît plein de trucs. Il n'y a pas de retransformation industrielle à moins que je ne sois pas au courant du truc, mais a priori, tu permets à des marques d'avoir des opportunités de stock immédiat, ce qui est souvent un problème d'ailleurs quand tu es une marque, de ne pas pouvoir acheter parce qu'on te dit non, il faut acheter 600 mètres. On est souvent très content quand on démarre d'avoir des opportunités à 50 mètres. Donc voilà. Et je te laisse répondre. Voilà, mais sur la partie indus, et je sais à quoi tu fais allusion, un projet sur lequel je travaille qui est un projet chaussures. Déjà la fin de vie de la chaussure, tu as entièrement raison. Il y a un souci, effectivement, par rapport aux metteurs en marché qui se débarrasseraient via une solution facile, de facilité, de produits neufs qui pourraient tout à fait être vendus. Bon. Mais à la fin de la chaîne, on a quand même, si je ne dis pas de bêtises, il y en a qui doivent le savoir mieux que moi, je crois qu'il y a près d'une centaine de centres de tri en France, dont la moitié sont détenus par le Relais, qui est une grosse machine. Et il faut savoir que dans ce qu'on appelle les TLC, donc textile, linge, chaussures,
qui est la grande famille dans laquelle l'État a mis cette famille-là, les TLC, c'est les chaussures qui posent le plus de problèmes. C'est-à-dire que tu le sais, les chaussures sont composées de plus en plus multi-composants, jusqu'à 30 composants. On ne sait pas vraiment, non, même quelques fois plus. Donc, c'est aussi un gros souci. Et donc, dans ces centres de tri, en fait, il y a un truc qui est une vérité, c'est que souvent, je sais pas, le marché de la chaussure seconde main, il est assez faible parce qu'on n'a pas envie de remettre des chaussures qui ont déjà été mises. C'est comme ça, enfin, ça existe sur des choses particulières, mais globalement, c'est un business qui ne fonctionne pas. Donc, ces centres de tri n'arrivent pas à trouver des sorties business pour ces chaussures, même à 1 euro, personne n'en veut. Et donc, c'est le numéro 1 qui part à l'enfouissement. Donc, je crois que c'est 600 000 tonnes par an en France de collecte textile qui vont dans les centres de tri. J'ai appris récemment que 30% de ce gisement est enfoui ou incinéré. Donc quand on parle de l'industrie textile qui pollue, ça c'est clairement de l'empreinte carbone vraiment, vraiment dégueulasse, clairement. Et donc les sorties pour la seconde vie de la chaussure, alors, on peut faire... C'est en train de tu le sais, hein, il y a un projet à Lyon, il y a un autre projet aussi français du Nord, Revival, qui travaille aussi là-dessus. Pouvoir refaire des objets à partir de chaussures et donc donner une seconde vie. Bon, de toute façon, à partir du moment où on y met de l'industrie, on y dépense de l'énergie. J'aime bien ce que tu dis, Hubert. C'est vrai qu'il y a des choses à repenser sur peut-être quelque chose de plus tourné artisanalement pour des marchés locaux. Enfin, mais à partir du moment où on y remet de l'industrie, bon, on est en France, on tourne au nucléaire, on a peu d'empreinte carbone grâce ou à cause du nucléaire. Mais tu as raison, les marques... c'est quand même très con, très stupide de vendre des produits neufs qui ont encore une chance et donc d'éviter de dépenser du carbone pour rien. Pardon ? Recycler des produits neufs, tu disais. Oui, pardon, c'est un peu stupide. Maintenant, il y a ces produits neufs, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Tu sais, en travaillant sur ces produits neufs, je parle vraiment d'un point de vue purement ingénieur et tu vois vraiment la connaissance du produit. C'est vachement difficile de faire un gâteau au chocolat quand tu ne maîtrises pas les ingrédients que tu vas foutre dans ton gâteau, que tu n'as pas le grammage, tu n'as pas le nombre d'œufs, tu n'as pas la tablette, tu ne sais pas ce que tu dois mettre dans ton gâteau. Et le problème du recyclage basé sur du post-consumer, dans ce qu'on met nous dans les bennes Le Relais par exemple, c'est que tu ne maîtrises pas du tout ce que tu vas mettre dans ta machine à l'arrivée. C'est trié par couleur et au toucher. Les gens qui trient, c'est pas Superman. Clairement, ils n'ont pas des détecteurs au bout des doigts. Ils font ça aux doigts mouillés, clairement. Et tu peux facilement te tromper. Donc, en fait, les gars qui sont dans les machines de recyclage à l'effilochage ou qui sont sur les zones de tri ou de recyclage à base de produits chimiques, ils composent avec ce qu'ils ont. Et ils sont c'est un peu à l'aveuglette. Donc, travailler sur du produit neuf, quelque part, des produits neufs, tu détiens la recette exacte du produit et du gisement que tu vas proposer à ce recycleur pour déjà stabiliser ta matière. Parce qu'en fait, on n'y pense pas à tout ça, mais c'est une vraie recette à mettre en place. Et le CETI travaille dessus. Ils te font payer ça une fortune, peut-être. N'empêche que c'est nécessaire à la mise en place d'un vrai processus industriel. Au moins pour la stabilisation de la recherche et de la fixation de ta bonne recette pour avoir un fil en sortie qui soit quelque chose. Moi, ce que je reproche à l'industrie du recyclage aujourd'hui, c'est qu'elle tourne en rond en fait et en boucle fermée. C'est-à-dire qu'on te dit, moi je suis effilocheur, je dis n'importe quoi. Camailleux m'appelle. Moi je suis censée prendre tous tes jeans Camailleux, enfin c'est pas de jeans, mais disons qu'ils font des jeans pour l'exercice. Tu prends les jeans qui arrivent, tu les mets dans ta machine elle broie ton jean, elle va trier la matière comme ça, extraire le fil et en refaire un fil. Je rétrécis le chemin, mais c'est grosso modo c'est à peu près ça. Et le problème c'est que l'effilocheur, c'est lui qui mène la danse. Et c'est lui qui va te dire non, là ta tonne de jeans, franchement ça m'intéresse pas, j'en ai récupéré 8 tonnes, je les ai payées que dalle. Ouais non, si tu veux que je te la trie, je te la prends, mais je te la fais payer parce que moi j'en ai pas l'utilité. Et en fait c'est les effilocheurs qui donnent le ton aujourd'hui, alors que ce qui sort au bout du compte, c'est pas forcément ce qui a le plus de valeur. Et le problème des recycleurs derrière qui récupèrent cette matière qui a été effilochée, c'est qu'ils disent bah ouais mais moi Camailleux, tu as filé ton gisement, si tu me rachètes pas le fil que je sors, je peux pas recycler quoi. Donc en fait, ils te demandent de récupérer ton déchet alors que tu essayes de trouver une solution. Enfin, ça tourne pas rond en fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est que le recycleur se dise ok, j'apporte un savoir technique sur la matière que je vais recycler, mais la réalité, c'est que ce que je vais en sortir, ça va peut-être servir à quelqu'un d'autre. Et là, on travaille sur un projet de bobine avec des fils, des résidus de fil, qu'on ne peut pas en retirer, sinon ça abîme la bobine et on ne peut pas la remettre dans un cercle. Enfin, c'est un bordel. Donc,
parce que c'est un bordel, ça part à l'enfouissement. Et on a dit aux gars, non, surtout 300 mètres carrés, 2 mètres de hauteur, ne faites pas d'enfouissement de ces bobines, c'est ridicule. Moi, je vais vous trouver une solution. Le petit défi perso que je me suis lancé, et sincèrement, j'ai mis 1 an et demi, j'ai trouvé la solution. Et j'ai mis 5 mois à obtenir une offre commerciale sur ce recyclage. Je l'ai trouvé, je suis hyper contente. Et maintenant, je réfléchis à des sorties. Pourquoi ? Parce que le recycleur, il ne sait pas comment sortir la matière. Donc, on a réfléchi à des trucs. On se dit qu'on peut en faire des bacs pour l'agriculture verticale. L'agriculture verticale, c'est en plein essor. Il y a énormément de fermes de culture verticale en Île-de-France. On ne le sait pas, mais les endives n'ont pas besoin de soleil pour pousser. Donc, a priori, c'est quand même un super truc à cultiver en agriculture verticale dans des entrepôts. Donc faire des pots pour ces gens-là. On peut aussi faire des bacs pour tout ce qui est réseau de restauration, donc tout ce qu'on appelle RHF, tous les bacs dans lesquels on transporte les bouteilles. Ça marche en France, ça marche à l'étranger. Et la matière plastique coûte aujourd'hui hyper cher. Le recyclé coûte encore plus cher. Mais comme les coûts des matières premières vont augmenter, j'ai bon espoir que ça arrive à l'équilibre et que les gens se penchent sur du recyclé. Parce que finalement, qu'on transforme des jeans avec une part de polyester ou d'élastane importante en box réutilisable à l'infini, parce que ça, on peut le recycler à l'infini, en box, en boîte pour faire des containers à boissons ou des boîtes à boissons qui tournent dans les restos, dans les hôpitaux, dans les hôtels, ça a du sens. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on est conditionné pour réfléchir textile vers textile, alors qu'on peut tout à fait réfléchir textile vers quoi d'autre ? Agriculture, RHF, alimentaire. On peut faire 1 milliard de trucs. Juste, faut sortir des sentiers battus et du textile. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Je pense que ce qu'on appelle la boucle ouverte et la boucle fermée. Donc la boucle ouverte, c'est on fait autre chose que du textile avec à la fin. Et boucle fermée, c'est on refait du textile avec. Il y a énormément de sorties possibles. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle. On s'appelle. Mais il y a énormément de possibilités de seconde vie à partir de textiles. À d'autres, je veux dire, à d'autres industries. Par exemple, le textile est consommé dans l'isolation de voitures. On le voit, pareil, à l'atelier de Roubaix, on s'était mis du jean en isolant, qui était bon, d'ailleurs fait par le relais, mais il y a plein de choses de possibles, autres que de refaire du textile, qui est clairement le plus dur. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait tout à fait faire du textile recyclé à partir de gisements d'autres secteurs d'activité. Ce à quoi aujourd'hui les recycleurs textiles ne pensent pas. Tu penses à quoi ? J'ai plein d'idées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, faut monter un BP. Les marques, ils pensent pas du tout. Je crois que les marques, elles sont très loin de là. Elles y pensent pas du tout. Et je pense qu'il y a un boulevard pour faire plein de choses en recyclage. On en parle beaucoup avec Christophe. Et ce que dit Charlotte est hyper intéressant, c'est-à-dire que le recyclage, la fin de vie finalement ramène au début de la vie, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement quelle matière est dans la semelle, quelle matière est dans le lacet, etc., pour pouvoir recycler. Donc finalement, le recyclage, la question du recyclage ramène à l'éco-conception. Et nous, ça nous a ramené carrément ailleurs, c'est-à-dire qu'on a pris ce chemin il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans. Bon, il y a eu le Covid au milieu, c'était un peu compliqué, mais ça nous a ramené à qu'est-ce qu'il y a exactement dans nos semelles. On sait les matières écologiques qu'il y a, mais il y a quelques matières qui sont pas terribles et qui sont difficiles à recycler. Et du coup, en fait, elles sont complètement, elles sont possibles à éliminer très facilement. Et du coup, ça revient à éco-conceptualiser les produits. C'est pas un très, très joli mot, mais faire les produits de façon encore plus écologique pour pouvoir être recyclés. Et nous, on a pris ce chemin-là. Et en fait, au milieu du chemin, qui est difficile, comme le dit Christophe, on s'est rendu compte que, tu vois, je vois tes baskets, elles sont un peu fonce-dés. Et on s'est dit, en fait, avant le recyclage, il y a la réparation. En fait, quand tu prends la vie d'un produit, avant de le recycler, il faut le réparer. Et du coup, on a monté un projet à Darwin, à Bordeaux, un projet test. Ça a été un carton, c'est un carton de fou. Et du coup, le monsieur avec le bob Kangol fabriqué en Chine, qui est là, il s'occupe avec plusieurs personnes chez Veja d'initier ce projet cordonnerie qu'on va ouvrir. On est en train d'en ouvrir quelques-unes là. Et en fait, c'est passionnant. Ça t'amène encore ailleurs de réparer des produits. Et pas réparer que les Veja, mais réparer aussi les autres baskets. En fait, on ne savait pas s'il y avait 2 Pékins qui allaient venir par mois avec leurs vieilles baskets fonce-dés ou s'il allait avoir 100 personnes. Ça marche qu'avec les Veja ou ça marche avec Non, avec tout. On répare tout. Enfin, on répare les chaussures. Ce que faisaient très bien nos grands-parents. Ce que faisaient très bien Parce nos que grands-parents. le truc, c'est qu'avant-guerre, je pense que si on comparait le prix d'une paire de chaussures en cuir avant-guerre à aujourd'hui, je pense que c'était l'équivalent d'un salaire.
Ouais, sans doute. Ouais, Donc, enfin, aussi cher, quoi. Voilà, donc je sais pas, 1500 €. Non, peut-être pas quand même. Aussi cher qu'aujourd'hui. Je pense. Comment ça aussi cher qu'aujourd'hui? Le rapport, ouais. C'est-à-dire cher quand même. C'est cher une paire de chaussures. Ah non, je tu vois. pense que le rapport était plus important. Bon, alors ça va être un débat qui va se à régler au vérifier, ping-pong mais encore. En tout cas, Super intéressant. on y faisait attention et on le réparait au coin de chez soi avec son retoucheur, On dirait que tu l'as vécu, son presque. cordonnier, exactement. C'est si vieux que ça. Non. Je sais pas ce qu'il a. Hein. Je crois Il est excité aujourd'hui. Hein, C'est ça. Je crois qu'en plus, il faut qu'on termine. Sur la notion de réparation, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, en fait, les gens ont été habitués depuis longtemps à acheter et jeter. Ça, c'est un truc, puisqu'on nous a éduqués à acheter par outrance, en quantité, à grosse quantité, puis on s'en fout, on jette. Donc là, aujourd'hui, il faut essayer de revenir à quelque chose de réparer des vêtements, les transformer. Voilà. Donc il y a la notion de réparation, la notion de upcycling, où on transforme. On prend une chemise, on en fait un tote bag ou autre chose, et on répare aussi ses chaussures. C'est-à-dire qu'on ne va pas les jeter. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de cirer mes pompes, voilà, et de les amener chez le cordonnier pour les faire réparer. Parce que j'ai été éduquée comme ça, parce que j'avais une grand-mère qui m'a éduquée, et qui était une génération 1914, voilà, où on réparait, on ne jetait pas, on avait une paire de chaussures et on en prenait soin. Et ça, c'est super important, parce que du coup, je pense que ça fait partie de l'éducation qu'on doit impulser chez le consommateur, en tout cas dans la jeune génération, où vraiment l'idée, c'est on ne jette plus, quoi. On répare, on a une gourde, on n'a pas une bouteille en plastique. Voilà. On garde, on conserve. Donc merci à tous pour vos éclairages. Je termine juste sur cette histoire de bifurcation parce que je me rends compte que vous avez bifurqué tous parce que vous avez rencontré des obstacles, comme quand on est sur la route et quand la route est bloquée, il faut aller ailleurs. La seule différence pour vous tous, c'est que l'idée quand on a changé de route, c'est pas même si elle est jolie et c'est sympa et c'est une belle expérience, c'est juste de pas arriver au même point que si on avait pris l'autoroute, et c'est de proposer autre chose. Donc merci à tous de proposer autre chose, ça fait déjà plaisir. Plus la départementale, et qui n'est pas ouverte, exactement, tranquille. Et si vous voulez un autre exemple de bifurcation, restez un peu après. Je crois que c'est dans la même salle. Il y a à 17h, il y a un bel exemple de bifurcation dans un documentaire que si c'était pas moi qui l'avais fait, je dirais qu'il est fabuleux. Et vous retrouverez Stéphanie et Christophe notamment, qui sont pleines tentatives de bifurcation et parfois c'est pas facile. Mais c'est joli. Donc merci à tous d'avoir été là et merci à vous sur scène.